Voilà, monsieur, bon début d'après-midi. Je serai exceptionnellement ce dimanche en votre compagnie, en lieu et place de Léla Renganzeux, qui vous retrouvera dans les prochaines éditions. Cet hebdo, donc ce dimanche, ce sera le revue des grandes unes des journaux ce week-end, de quoi a véritablement parlé la presse, ou du moins quelles sont les informations phares qui ont été développées. On en a recensé deux principales et puis une d'entrée. D'abord, vous le savez, le Conseil constitutionnel du Cameroun a prononcé mardi l'annulation des résultats des élections législatives dans 11 circonscriptions électorales de la partie anglophone du pays. Le verdict sanctionne les irrégularités observées dans l'organisation du scrutin dans ces 11 circonscriptions, dont le Lébialem, c'est évidemment dans la région du sud-ouest, et 10 autres dans la région du nord-ouest. Les électeurs seront donc de nouveau appelés à voter dans ces circonscriptions dans un délai compris entre 20 et 40 jours. Et du coup, la question est de savoir si les conditions sont définitivement réunies ou pourraient être réunies pour un scrutin serein. Au même moment, il faut le dire, les exécutifs communaux se mettent en place dans la ligne de mire l'élection des mardis des maires des villes. Autre sujet, les déclarations controversées du président français Emmanuel Macron dénonçant des violations des droits de l'homme au Cameroun continue d'alimenter la polémique au sein de l'opinion publique. Le gouvernement camerounais est sorti de sa réserve et entend rester maître de son jeu. Pas moins de 4 réactions officielles entre le ministre de la Communication et le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République. On a également vu le secrétaire général du RDPC, mais aussi le secrétaire à la communication de ce même parti. On va en parler dans un moment avec nos panélistes. Et puis, je l'ai dit en question d'entrée, on parlera de la fête de la femme. Vous le savez, aujourd'hui, 1er mars, c'est le début du mois de la femme, à une semaine de la célébration de cette journée internationale de la femme. Ce sera le 8 mars prochain. Des femmes leaders appellent les femmes camerounaises à boycotter la manifestation festive et disent leur courroux. Le message a été réitéré, c'était le 21 février 2020 au cours d'une conférence de presse ici à Douala. Kawala, présidente du CPP, Maître Alice Com, Maître Michel Ndoki, Maître Tchakounte sont montés au créneau pour appeler à un boycott massif des manifestations marquant la 35e édition de la Journée internationale de la femme. Les motivations de cette décision sont à trouver, disent-elles, dans la crise que traverse notre pays. Alors, question d'entrée 8 mars 2020, célébration boycott, la femme au centre de toutes les attentions. Et thème Cameroun-France, Allo Yaoundé. Deuxième thème, municipal et législatif. Pourquoi l'opposition recule-t-elle? 4 invités, dont 3 sont déjà installés dans ce studio. D'abord, Denis Kobo, qui nous fait également office de consultant dans cette émission. Bonjour et bon dimanche, Denis. Bonjour Lupita et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Déjà, on souhaite un prompt rétablissement à Léla. Ah oui, bien sûr. Donc, je suis sûr qu'elle sera là dimanche prochain. Mais nous faisons déjà le devoir de faire en sorte que cette émission reste la meilleure et peut-être la seule qui, n'est-ce pas, tous les dimanches draine des foules assez importantes et intelligentes. J'avoue que je ne voulais pas inquiéter les téléspectateurs en disant que ne la supporte pas bien. Bon, mais dans tous les cas, il va se remettre et on le souhaite gentiment. Merci Denis, vous êtes un fidèle de cette émission. Juste en face de vous, Elvis Taillon, bonjour cher confrère, il est journaliste, il faut le dire, mais ce dimanche, il est là sous sa casquette de militant du MRC. Bonjour. Bonjour député Tongon, bonjour mes co-panélistes, bonjour à le président élu, le président professeur Maurice Kamto, comme d'habitude, et je dis bonjour aussi à toutes les femmes et tous les Camerounais qui pensent à ce qui se passe. Après Ngarbou, maintenant c'est Small Babanki, encore. On a eu des morts, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui nous dérange. En toute femme, quand on dit il y a des morts, il y a des enfants, il y a des femmes aussi. Alors qu'on n'a pas fini l'affaire de Ngarbou, ça veut dire que tout ne va pas ici au Cameroun. Bien. Dans la diagonale, Fabrice Toueli Biamou, il est du PCRN et j'ai envie de lui dire félicitations parce que nouvellement élu sur la liste conduite par Noran, vous le savez, Molu, qui elle a été élue députée. Alors Fabrice est son suppléant dans la circonscription de Vori-Est.
Bonjour, j'ai failli dire monsieur le député, même si c'est pas avec le suppléant. Merci d'être là. Merci et bonjour à vous, députés, et à Fa, à Denis. Bonjour également aux nombreux élus du Parti camerounais pour la réconciliation nationale qui sont d'ores et déjà à l'œuvre pour ceux des maires qui ont déjà eu à être installés. Et bonjour particulier au président Cabral Liby qui a une fois de plus, on ne le dira jamais assez, permis un éveil et une prise de conscience au sein du peuple camerounais tout entier. Et bonjour naturellement à tous les Camerounais qui nous regardent, en particulier les militants du PCRN. On attend encore Patrice Dupré-Anissé-Mani, le représentant officiel du RDPC qui doit nous rejoindre d'un moment à l'autre. Il nous l'a dit, il nous l'a confirmé, il sera là dans quelques minutes seulement. Avec lui, évidemment, on va partager ces quelques réflexions. Mais déjà, prenons la transition pour la question d'entrée. « 8 mars 2020, les hommes de ce plateau diront ce qu'ils pensent peut-être du mot d'ordre de boycott lancé par le CPP. Fabrice, vous, au sein du PCRN, y a-t-il des activités particulières ou alors un accompagnement vis-à-vis de la femme à l'occasion de cette 35e édition de la célébration de la Journée internationale? Une activité particulière serait peut-être fort de dire. Mais au niveau du PCRN, nous estimons que la femme, en tant que genre féminine, en tant qu'être humain, devrait être considérée au même pied d'égalité que l'homme. Ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. C'est fort regrettable. Nous essayons à notre niveau, autant que le peut se faire, de mettre la femme en pole position. Vous vous souvenez encore, lors de la présidentielle de 2018, le candidat que nous soutenions, Cabral Liby, faisait savoir qu'une fois qu'il serait élu président de la République, il aurait pour premier ministre une femme. Sur nos 5 députés que nous avons obtenus, à l'arraché, j'allais le dire, il se trouve qu'il y a 2 femmes qui siégeront pour le compte du PCRN à l'Assemblée nationale. Ça m'envoie d'ailleurs leur dire félicitations mesdames pour l'éveil que vous envoyez ou alors pour le signal que vous envoyez à l'endroit de la gente féminine dans notre pays. Noran Fotsing et Roland Ngo ici. En réalité, il faut dire que la fête du 8 mars a pris une autre tournure dans notre pays d'Ipita. On célèbre plus le pain que la réflexion qui devrait être menée autour de cette célébration-là en réalité. Et nous appelons la femme à méditer sur ses capacités à transformer le monde. On le disait encore, la femme est la mère de l'humanité. Nous appelons donc les femmes, nous, du côté du PCRN, à méditer dans le cadre du thème qui sera retenu dans le cadre de cette célébration du 8 mars, dans le cadre de notre pays, à méditer sur leur cas précisément et à se positionner comme des acteurs majeurs du développement de notre pays, mais également à se positionner comme des égaux, des égales, si je puis le dire ainsi, des hommes que nous sommes au sens masculin. Je voudrais sortir en disant effectivement que l'idée de célébrer le pain en réalité d'Ipita est une idée construite. Je ne saurais partir d'ici sans le dire parce que nous sommes dans un pays où l'écart a tendance à s'ériger en norme. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, et je ne voudrais pas taxer directement le parti au pouvoir ou alors le gouvernement de la place qui laisse faire cet état de choses pour dire que à la place des réflexions qui doivent être menées de manière assidue dans le fond, on laisse plutôt place, on nourrit plutôt la polémique ou alors l'actualité autour de la célébration du 8 mars avec le pain ou sans le pain. Vous rendez compte, il y a des couples qui se retrouvent en difficulté simplement parce que monsieur n'a pas pu offrir un pain à sa femme. Mesdames,
le pain c'est bien, le plus important c'est la réflexion qui vous placera au même pied d'égalité que les hommes. Parlant de réflexion, justement, le MRC, FA-LV, semble avoir plutôt mené des actions dans ce sens-là. Je crois une rencontre de réflexion est prévue cette semaine avec Tiran Noah qui est annoncé à Douala du côté de Makepe pour que évidemment les femmes essayent de mener 2 ou 3 points essentiels concernant leur situation. Oui, comme vous le savez, avec le parti du MRC, c'est tout à fait normal. Quand on parle de l'affaire de 8 mars, vous savez, souvent, même à ce moment, il y a d'autres femmes qui disent que non, c'est l'affaire de célébration, acheter des pains et tout ça, monter à gauche, à droite. Mais avec le MRC, je crois qu'on a d'autres angles qu'on prend pour regarder l'affaire de 8 mars. So what do? What we simply do is that we have been able to look at things and we follow what the party stands for. Now, with the MRC party, or the CRM, you understand that we have a move, Peter. The vice president comes here, yes, but it has to do with more of sensitization. Why do we say sensitization? Because we think that there are pressing issues that women are supposed to be at the forefront. And when we talk about this, we talk about the current socio-political quagmire that we find ourselves here. I'll tell you, Peter, just away from that, do you know that if each of the women of the security forces were talking to their husbands at home, do you know they will not do what they're doing? It's very obvious. If each of the women were enlightening their husband, please look, if you kill a civilian or this, you come back home, you could bring malchance, you could bring ill luck to us, our children, and our family. Please don't kill. You know, it will be more precautious. So, now, when I look at it critically, when I'm coming, the issue here is that I'm talking about what women can do. You get the point. I'm talking of women who are married to soldiers have a role to play. It's very obvious because women have a soft touch to men. So women have a role, whether we like it or not in this case. So if you look at it critically, just like we look at the vice president coming here, we will be able to be on the aspect of sensitization. Why do we say so? Our house cannot be on fire and we spend time going on celebrating and wasting money without reflecting, just as my brother of the PCNR said. It is a period of reflection. And how do we reflect? We think that the issues of spending money, buying fabrics and other like does not count at this point in time. If I tell you in the issue of Small 1K yesterday morning, it was a such situation because women were involved. If you find a woman, a child, about 5 women were also involved in the whole issue. After the Ngabu massacre, it tells you that women have a role. And we think that a woman who is touched is not necessarily that woman who must be a family. Once it's a Cameroonian, we have the right to carry our sensitization to tell people that, hey, look at what is happening. So, but you know, our problem here is that the state has made it in such a way that the celebration is being carried out in order to make people think that all is well in the country. Peter, all is not well. So with CRM, with our vice president coming in, is to let the women know that we don't have time for celebration any longer because we have hot fires on our table. And as women, whether you are the woman at the Mbopi market, Madagascar market, or Bonaberi market, Grand Anga, all is that you have a say because we are all related to those in the Northwest or the Southwest in one way or the other. Denis Kwebo, célébration, on est habitué plutôt à des réjouissances, ou du moins c'est ce qu'on voit le plus. En marge, très peu de séances de réflexion, de management des femmes, peut-être pour une meilleure sensibilisation sur les enjeux des questions de l'heure. Vous dites cette semaine, on est reparti pour la même problématique. Alors, il faut dire que la question des droits des femmes n'est pas une question qui se limite seulement au Cameroun. Tout d'abord, vous avez bien fait de mentionner la sortie de quelques femmes camerounaises présentées prétendument comme étant des leaders. Elles ne sont pas des leaders féministes, parce que ceux qui suivent l'actualité au quotidien, on ne les connaît pas sur le terrain des droits de la femme. Au contraire, il y a des combats que certaines d'entre elles mènent et qui sont entièrement au préjudice des femmes dans la conception classique et normale de la famille, et plutôt ça s'assimile soit à du clientélisme ou même à une sorte de récupération politicienne. Ça n'a rien à voir. Il y a une problématique des droits de la femme qui renvoie à des questions assez simples. On parle généralement des questions du genre. Et
c'est trop camerounais de mettre le pain au centre des questions liées aux droits de la femme. C'est une façon d'éviter les vraies questions de fond. Si je prends les hommes politiques, si on veut regarder comment est-ce qu'un homme politique ou un parti politique adresse les questions de la femme, on ira regarder la structure du parti, on ira regarder la place que la femme occupe dans ce parti, on ira regarder le nombre de femmes dans les structures dirigeantes de ce parti, on ira dans le programme politique de ce parti pour voir ce qui est prévu. Le co-panéliste membre du PCRN a dit que, par exemple, M. Lévy Cabral a dit quand il était dans l'élection présidentielle que si lui, il est président de la République, il a pour premier ministre une femme. Ça, c'est assez pratique, clair, en termes de la place, de représentativité, la place que la femme doit occuper au sein de la société. Quand on parle de la femme aujourd'hui, on parle de l'accès des femmes à la propriété foncière, le droit que les femmes ont à la succession. Moi, je suis d'une région où, lorsque quelqu'un a laissé ses terres, on ne va jamais penser à ses filles lorsqu'on bataille les biens. Donc, au lieu que cette question-là soit mise sur la table tout au long de l'année, et principalement le 8 mars, qui est une journée consacrée par la communauté internationale de la femme, vous voyez, les Camerounaises, entre guillemets, font ce qu'elles savent faire le mieux, à savoir chercher à créer une clientèle politique sur les femmes. Parce que les femmes au Cameroun sont plus nombreuses que les hommes. Elles sont plus nombreuses que les hommes. Chacun sort de chez homme, l'élite politique, l'élite bureaucratique, sort de ses gonds pour parler des femmes lorsque on veut en tirer un profit. Et au niveau du Cameroun, personnellement, je ne connais pas une femme qui est leader, pas féministe, féminine, si vous voulez qu'on dise comme ça, qui au quotidien, n'est-ce pas, parle de la promotion des droits de la femme. Il y a des tentatives sectorielles, des tentatives assez sectaires, des tentatives plus ou moins de rente sur la question de la femme. Quand vous regardez les plateaux de télévision, il arrive souvent le 8 mars, quand on invite, on dit c'est la femme qui va présenter le journal. Dans les rédactions de presse écrite, on dit la femme est rédactrice en chef. C'est complètement ridicule de penser que la femme doit être rédactrice en chef le 8 mars. Si elle est rédactrice en chef le 8 mars, vous consacrez le fait qu'elle en est incapable en dehors du 8 mars. Si vous invitez les femmes sur le plateau de télévision le 8 mars, parce que c'est la journée de la femme, vous êtes en train de concourir à... Vous êtes en train de participer à cette marginalisation de la femme qui n'aurait droit à la parole que le jour du 8 mars. Quand vous regardez la femme elle-même, on a l'impression que celle qui se présente comme l'élite féminine s'arrange pour que la femme soit toujours considérée comme du bétail, que ce soit électoral, que ce soit du bétail en termes de reconnaissance sociale. Il faut que tous les jours, dans nos actes quotidiens, qu'on sache que ce que la femme, l'homme fait, la femme peut faire, et mieux. Lorsque vous allez dans les autres pays, vous allez en Occident aujourd'hui, ils ont fait un grand pas, même si ce n'est pas encore cela. On sait qu'un ingénieur, ce n'est pas un homme. On a des ingénieurs, femmes et hommes. Quand vous êtes dans les avions, aujourd'hui, il y a des femmes qui sont soit pilotes, soit copilotes. Quand vous allez dans l'armée, vous voyez qu'au niveau du Cameroun, par exemple, si vous allez à la gendarmerie ou dans l'armée, vous voyez des femmes colonels. Peut-être qu'on attend qu'elles soient générales, parce que je suis sûr qu'au combat, elles ont de la finesse pour pouvoir faire un certain nombre de choses que les hommes ne feraient pas. Au niveau de la police, au niveau de l'éducation, regardez les femmes proviseurs, les femmes enseignantes. Il faut que la société s'organise pour que chacun se mette dans la tête, hommes et femmes, parce que ce n'est pas seulement les femmes, les hommes qui concourent à créer le cliché autour de la femme ou les préjugés. C'est la société elle-même qui produit cela. Et le 8 mars doit être une journée de réflexion pour que les uns et les autres comprennent qu'il faut créer de nouveaux rapports sociaux. Quand on parle d'égalité, quand on parle de la solidarité, quand on parle de la justice sociale, quand on parle de bien-être partagé, il faut dire que cela doit concerner tous les citoyens. Donc les couches marginalisées, comme qui dit femme, dit les enfants. Quand vous parlez de la femme, parlez des enfants, parce que c'est les femmes qui, à 80% au moins, s'occupent des enfants. Donc si la femme n'a pas les moyens matériels au foyer, il sera toujours difficile, n'est-ce pas, d'avoir une jeunesse qui est de mieux en mieux élevée et éduquée. Il ne faut pas... Je suis toujours choqué de voir que 2 ou 4 personnes sortent. Vous avez parlé de la question du boycott. On y revient. Voilà, on va venir. Mais c'est quand même des choses qui, en réalité, concourent à dévier le débat sur la promotion des droits des citoyens ou des droits de femmes. En tant qu'il ne faut pas créer
des petites niches pour adresser des questions qui sont plutôt très essentielles à la société. Patrick Dupuis, bonjour. Bonjour. Vous nous retrouvez pratiquement à l'instant. Merci d'être là. On aborde évidemment la question du boycott et avec vous, je fais rapidement, je passe directement à cette question. Il y a donc des dames qui, dans la société, soit sont dans les associations ou des femmes politiques, elles sont 4, je les ai citées tout à l'heure, appellent les autres femmes au lieu de la célébration. Elles appellent au boycott de cet événement, le 8 mars, ou du moins toute cette semaine, des activités. Vous y voyez, comment je vais dire ça, un appel juste au regard, disent-elles, de ce que traverse notre pays en ce moment. Ok, merci pour l'invitation déjà. Et bon dimanche à tous vos téléspectateurs. Déjà, par rapport à la célébration du 8 mars, en réalité, ce n'est pas une célébration en tant que telle. C'est un moment où on doit s'arrêter pour réfléchir, n'est-ce pas, sur l'évolution, n'est-ce pas, qu'ont connu les femmes dans nos différentes sociétés. Cette journée n'a pas été instaurée par le Cameroun, c'est une journée qui a été instaurée par les Nations Unies. Donc, boycotter cette journée, pour moi, n'a aucun sens. Parce qu'en réalité, c'est même l'occasion, n'est-ce pas, qui est donnée aux femmes, n'est-ce pas, de contribuer, n'est-ce pas, de leur manière à la recherche, n'est-ce pas, des solutions aux problèmes que connaît effectivement notre pays, dont on ne peut nier, n'est-ce pas. Donc, dire que les femmes doivent boycotter pour montrer leur, c'est pas, soit c'est leur colère, soit c'est leur, je sais pas pourquoi. Témoigner leur sympathie ou une émotion. Oui, ça pour moi n'a pas de sens. C'est plutôt pour moi l'occasion même, n'est-ce pas, pour les femmes, non seulement de réfléchir, n'est-ce pas, pour leurs conditions. Et ceux qui disent que les femmes ne comprennent pas exactement le but de cette journée, se trompent un peu. Parce que il faut bien comprendre, on ne peut pas mettre que toutes les femmes dans un même panier. Parce que c'est comme si vous disiez que tous les hommes ont les mêmes problèmes, c'est qu'il faut. C'est là même que la marginalisation commence même, quand on veut mettre tout le monde dans un même panier. Il y a des femmes qui ont des problèmes liés à leur secteur d'activité. D'accord. Il y a des femmes qui ont des problèmes liés, n'est-ce pas, à leur vie, au quotidien, dans leur rôle, comme l'a dit Denis, sur la tradition, donc du fait du poids des traditions, des cultures de là où elles sont nées. Il y a des femmes qui ont des problèmes liés à la considération. Mais ce n'est pas toutes les femmes. Et c'est pour ça que quand vous entrez même dans nos entreprises, comme ici à STV, les femmes de STV ont leur réflexion par rapport à leur environnement. Donc les problèmes que les femmes de STV ont, ce ne sont pas ces problèmes-là que les femmes de Total ont, que les femmes de Corley ont, non. Donc les femmes s'asseyent par rapport à leur environnement, posent les problèmes qui concernent leur environnement et essaient d'apporter des solutions à ces problèmes-là. Maintenant, ceux qui disent que la promotion de la femme doit se faire par une sorte de réservation de certains postes aux femmes, pour moi, c'est même une forme de marginalisation. Parce que quand vous dites que si je suis élu, si je suis élu, ça, mon adjoint sera une femme, vous continuez même à cultiver la marginalisation. Parce qu'on parle d'égalité, ça veut dire qu'on doit arriver dans une société où on ne choisit pas les hommes du fait de leur genre ou de leur appartenance tribale, machin, je ne sais pas quoi, mais du fait de leurs compétences. Donc on ne peut pas à la fois parler de l'égalité et en même temps faire la politique du genre. Donc, à savoir, si jamais on impose nos traditions d'être une femme ou bien... Non, c'est pas ça. Comment est-ce qu'on fait pour garantir aux femmes les mêmes droits que les hommes dans nos cultures, dans nos entreprises et même dans la société au quotidien? Donc, c'est de ça qu'il est question. Enfin, Elvi, justement, au-delà des questions sectorielles, au-delà des problématiques qui, en fonction de leurs activités, concernent les femmes, celles qui prennent le boycott
disent qu'il y a des enjeux nationaux pour lesquels elles interpellent davantage les femmes et souhaitent justement que ce 8 mars soit un temps d'arrêt marqué pour apporter peut-être un regard de mère ou de sœur à ces questions-là. Well, I think I must be honest with you. We are mixing up something here. Like when I hear my colleague from the CPD, says no, it doesn't mean people should not go out. They could manifest from their various place of work. These are issues that are carefully put in place to distract people from the real issues on the table. When you pick up a move and you say boycott, for example, where everybody, for example, is in black, and a message goes across, the message has weight. That when you say stay at STV, the women have their own manifestation of celebration. Those of Canal 2, those of various companies at the port in Douala and other. Like you see, we have a system whereby the regime always think that they should do things to destabilize the memory of people so that people should not focus on the realities on the ground. But we think that the steps that are being put in place are careful steps that should make people be aware that nothing is moving in this country. And as I said earlier to Peter, when you look at it, if you celebrate 8th March, Women's Day, for example, with everybody in black, with banners talking about no to the war in Northwest Southwest, no to sufferings and all the like, it has more meaning than when you say non. Il faut continuer comme suivant. Vous avez fait l'expression dans votre structure et tout ça. You see? So we have a careful move put in place by the regime to destabilize people and to stop people from knowing what is happening. We think that it is the duty of each and everyone that when one part of the country is not moving, people should not be indifferent. I have said several times here, apart from few persons like Denis Kwebo and probably the rest who used to come here and understand the problem in the Northwest Southwest. A handful don't understand it. If you ask the man and the woman in Gelemunduka, if you ask the one in Bodmakak, if you ask the one in Mayo Chanaga or Fare division over there, qu'est-ce qui se passe au Noso? They will tell you that, you understand what I mean? Why? Because people have been taking the issues for granted. But I said sometime here, my brother, that the problem we have is that when you think of it, when Boko Haram was at its peak in the far north, it was a problem of the entire Cameroon. People contributed from SDF to any party, and all parties, including CPDM, individuals, elites from the northwest, southwest, central, sud, everywhere, money and that money helped the military and the government in combating Boko Haram. The question we ask now is, why is the issue in the northwest, southwest, just in a way that some people think it's not so important for them to call for concern? So we think that when we talk about Women's Day, it's because how many people shall we continue losing? Thousands are going, whether they are Ambazonian fighters, whether they are civilians, whether they are military. And do we keep on saying we are celebrating Women's Day when we think that women have a role, that we can call them that, please, even if you are the wife of an Ambazonian fighter, you can still tell your husband that, please, don't kidnap, please, don't arrest anybody. You are the wife of the military, you could still do something like that. So you understand that women are the center of every role. That's why we think that if we take this method I was telling you now, Peter, it's going to be a celebration different from the others. But if we follow what the government is saying alongside with the CPDM, we will be covering up issues and making people feel that all is well when all is not well. Fabrice, sur l'appel au boycott. Oui, Dipta, peut-être avant d'aller au fond de la question sur le boycott, je voudrais quand même faire remarquer que M. Mani, je vais le dire sans embâche, s'est embourbé lorsqu'il a essayé de me reprendre, entre autres, sur les propositions de la présidentielle du sieur Cabral Libi. En réalité, il faut comprendre que, d'une part, il a dit il traite la question de la femme de manière isolée. Je pense que nous devons traiter la question de la femme de manière générale. Il a évoqué les dames de Total, il a évoqué les dames du STV. Je ne l'ai pas entendu évoquer la ménagère. Celle qui n'a pas la chance d'être à Total. Vous comprenez? Des exemples. Voilà. Donc je voudrais simplement dire qu'en prenant des exemples, il faudrait qu'ils sachent que ceux qui nous regardent, la ménagère qui est à la maison, peut avoir le sentiment d'être marginalisée. Vous comprenez?
Voilà, c'est en fait le sentiment que j'ai eu. J'ai la liberté de comprendre et d'analyser comme je le pense lorsque vous vous exprimez. Maintenant, sur le cas de la nomination de la femme une fois qu'on est élu, c'est pas consacrer la marginalisation comme il tend à le faire savoir. C'est simplement, et je pense que le fait qu'il soit arrivé en retard est un peu le défaut de son embrouille quoi, dans son propos. Parce que s'il m'avait clairement compris, il ne serait pas revenu dessus. Monsieur Mani, il est simplement question de mettre en exergue la société qui est la nôtre et de proposer des solutions pour définitivement en sortir. Aujourd'hui, nous sommes clairement d'accord sur un fait ici, que vous soyez du RDPC, moi du PCRN. Nous sommes d'accord sur un fait ici, qu'au Cameroun à date, il n'y a pas une femme qui occupe un poste aussi élevé que Premier ministre ou autre. Donc, il serait nécessaire de faire comprendre à la femme, d'abord, de pouvoir prendre conscience elle-même qu'elle n'est pas différente de l'homme dans un cadre global. À partir de ce moment-là, qu'elle soit chez Total, qu'elle soit à la maison, qu'elle soit au quartier ou n'importe où, qu'elle se considère d'abord en tant qu'être humain au même pied d'égalité que l'homme. Ça, c'est du point de vue psychologique. Il faut d'abord faire prendre conscience à la femme de ça. Maintenant, pour revenir sur le cas du boycott, moi je pense que ça devient peut-être comme une manie. Vous savez, on a parlé de boycott à l'élection municipale et législative. Peut-être comme le fameux adage qui dit jamais 1 sans 2, jamais 2 sans 3. Et c'est pourquoi les dames sont sorties, les quelques dames sont sorties pour appeler au boycott. Vous savez, quelqu'un l'a dit sur ce plateau, les dames en question qui sont sorties ne sont pas en réalité dans le fond vouées à la cause de la femme. C'est de l'opportunisme. Nous savons qu'au milieu de ces femmes, pour ne pas revenir sur je pense que c'est M. Kwebo qui le disait, pour ne pas revenir entièrement sur ce qu'il a dit, en effet, nous savons que parmi ces femmes, il y en a qui consacrent carrément les alliances entre hommes. Vous comprenez qu'à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui leur donne la légitimité même de venir défendre le droit des femmes quand elles défendent les droits des homosexuels, par exemple, qui sont condamnés par nos lois. Vous comprenez à partir de ce moment-là que nous sommes dans une sorte d'embrouille où chacun estime que pour un événement qui arrive, il faille manipuler l'opinion, et Dieu sait combien, c'est pas péjoratif, combien la gente féminine chez nous est fragile, est assez manipulable pour pouvoir venir tirer les épingles du jeu. Non, chère dame, vous jouez un mauvais rôle de priver la femme camerounaise en particulier de pouvoir réfléchir sur sa condition, quel que soit le milieu de vie dans lequel elle se retrouve, de se dire que elle peut faire autant ce que l'homme fait, où qu'elle se trouve, à quelque niveau que ce soit. Et nous, au PCRN, nous mettons un point d'honneur là-dessus. Je sors rapidement en disant que j'ai évoqué le cas de nos parlementaires, parmi lesquels nous avons 2 femmes titulaires, il faut préciser, et d'autres comme suppléants autant que moi. Et dans l'appareil, Denis m'a attendu une perche là, dans l'appareil, la structure de notre parti politique, vous connaissez Anne-Fégon Noah qui est la porte-parole de Cabral Libye. C'est de dire que nous promouvons la femme et nous la mettons en pôle position. Ceci, c'est dans le but, parce que le parti politique aussi a vocation à créer les déclics au sein du peuple, à transformer Denis, les mentalités. Et en le faisant, c'est ce que nous recherchons. Je suis le boycott, je ne veux pas sympathiser pour les dames qui ont lancé le boycott. Je ne veux pas être méchant. Si je veux être méchant, je vais dire des choses qui ne sont pas bien. Parce que, de toute façon, elles ne sont pas dans des postures porteuses, n'est-ce pas, je voulais dire peut-être de représentativité réelle pour la femme. Et je répète d'abord que la journée internationale de la femme n'est pas une journée camerounaise. Vous savez que si ça ne dépend que du Cameroun, on peut lui donner tout. Ce que nous savons faire le mieux, c'est de bavarder sur les sujets.
La question de la femme, des droits de la femme, c'est la question du genre. Et au fond aussi, c'est une question liée aux rapports sociaux. Ça n'a rien à voir. Bon, tout à l'heure, quand M. Mani parlait, moi je semblais comprendre bien ce qu'il disait. Il disait qu'il voulait dire que toutes les femmes du Cameroun n'ont pas les mêmes problèmes. Si je me résume ça. Et je vais plus loin en disant que c'est une question de rapports sociaux. Ça n'a donc rien à voir avec les femmes qui veulent aller marcher, qui veulent empêcher aux autres de porter le pain. Ça n'a rien à voir avec les femmes qui portent le pain, parce que même en dehors du pain du 8 mars, les femmes africaines s'habillent en pain. Donc ça ne devait pas poser un problème quand on parle de pain. On parle du bidonnage, n'est-ce pas, des solutions. Le problème, c'est que, est-ce que le 8 mars, on sort, on danse dans la rue, et on dit qu'on a fini de parler des droits de la femme? Est-ce que le 8 mars, c'est l'opportunité pour nous de nous asseoir, examiner les rapports sociaux au Cameroun, notamment les droits qui sont ceux des femmes, les droits qui sont ceux des enfants, les droits qui sont ceux de l'homme en général? C'est de ça extensément qu'il s'agit. Et à ce moment-là, il n'y a pas de droit de la femme propre au MRC, ou propre à l'UPC, ou propre au RDPC. On parle de la femme. Alors, pour montrer que c'est une question de rapports sociaux, allez à la SNI. Il y a une femme qui dit à la SNI. Demandez aux employés de la SNI si le fait qu'une femme soit à la SNI aménage de bonnes conditions de vie et de travail aux femmes qui travaillent à la SNI. Vraiment, je suis sûr qu'elles sont au moins loties que les hommes qui sont à la SNI. Si vous prenez la femme qui est mère, est-ce que les employés municipaux de genre féminin qui sont dans cette municipalité-là sont traités? Non, c'est une question de rapports sociaux. Et au Cameroun, malheureusement, parce que nous sommes dans une société de rente, les Camerounais aiment cueillir le fruit de l'arbre qu'ils n'ont pas planté. Comme c'est une société de rente, la femme qui est en position d'avoir quelques moyens de l'étranger, avec toutes ces ONG criminelles qui sont à l'étranger, qui peuvent vous financer au Cameroun, elle montre que les droits de la femme sont bafoués. Il faut que les femmes... Et elle parle pour elle, ou pour le groupuscule qu'elle représente. Personne ne vous dit que, puisqu'on a 80% des femmes camerounaises qui sont des femmes rurales, allons regarder les questions de la ruralité. Comment est-ce que nos femmes vont cultiver? Qu'est-ce qu'on fait de la pénibilité du travail chez les femmes? Qu'est-ce qu'on fait de la mortalité infantile? Qu'est-ce qu'on fait de la mortalité chez les femmes qui vont donner naissance dans les coins reculés du pays? Je vous rappelle qu'en dehors de Douala et Yaoundé, nous, on est minoritaire au Cameroun. Les Camerounais sont au fin fond du pays. Même l'appel au boycott, ma mère n'a pas entendu. Elle ne peut même pas entendre. À moins que oui, si je n'ai pas parlé à la voix, elle ne saura jamais qu'on a lancé un appel au boycott. Parce qu'on a dit ça. On a dit ça sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si elle a déjà, elle ne sait pas ce que c'est que les réseaux sociaux. Ou on a dit à la télévision. À l'heure actuelle, elle est en train de se battre pour déterrer un peu de patates pour la famille au village. Donc les femmes rurales là ne sont pas concernées par cet appel. Oui, donc la question, pour que je sorte de là, la question est celle de rapports sociaux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer des conditions matérielles de la femme qui a plusieurs points? Faye disait tout à l'heure que la femme n'est pas seulement femme, être comme les autres. Elle va donner naissance, elle va élever les enfants, elle va accompagner les enfants à l'école, elle va nous nourrir, nous les hommes et les enfants. Donc, du fait de sa position stratégique et spécifique, qu'est-ce qu'on va faire pour elle dans notre société? Parce que vous allez aux États-Unis, les femmes ont d'autres problèmes. Quand vous allez en France, ça fait pas longtemps que les Français, donneurs de leçons en démocratie, ont accordé le droit de vote aux femmes chez eux. Ça fait pas... C'était hier. Quand il dit hier, sur le plan historique, c'est hier. Donc en France, au Cameroun même, on n'a jamais interdit aux femmes de voter. Alors qu'en France, elles n'avaient pas du tout le droit de voter. Donc là où chez nous, les femmes ont des problèmes à aller trouver un centre de santé de qualité pour donner naissance, en France, ce n'est plus question de centre de santé, c'est qu'on leur dit que vous devez vous marier entre vous. On leur dit en France, les femmes doivent se marier entre elles. On dit aux femmes que lorsque vous donnez naissance, c'est votre enfant qui va choisir son sexe. Ce n'est pas l'enfant né quand il est né homme là, et il est né garçon, c'est lui qui doit déterminer s'il est garçon ou s'il est une fille. Voilà les problèmes que les femmes vont rencontrer à cette société-là, qui ne sont pas les problèmes que les femmes rencontrent. Sauf qu'il y a une journée pour cela, pour que de façon sectorielle ou de façon nationale, on s'y apesantisse. Oui, en une seconde, j'ai envie de dire que à écouter Denis et Mani Dupuis, j'ai l'impression qu'ils traitent la chose de manière superficielle, en s'attardant justement sur les corporations ou alors les milieux de vie directs de ces femmes, pour que chacune puisse traiter son problème dans son environnement direct. C'est bien. Non, je parle de rapport, je dis que c'est une question de rapports sociaux, de rapports sociaux matériels. Oui, par rapport au milieu de vie dans lesquels chacune évolue.
Mais je voudrais plutôt que nous traitions la chose sur le plan du déclic psychologique. Vous savez, Denis a évoqué les États-Unis tout à l'heure. Aux États-Unis, il ne se pose plus le problème de savoir si la femme du moins ne se pose plus la question de savoir si elle est au même niveau que l'homme. Chez nous, cette réflexion se pose. On lui dit là-bas qu'elle peut se marier avec sa copine. Non, c'est un autre débat, Denis. C'est un autre débat. Le problème de fond chez nous, en tant que société africaine, c'est de faire comprendre à la femme où qu'elle se trouve, qu'elle est au même niveau que l'homme au niveau. Voilà, c'est le problème de fond. Parce que si on se limite au problème. Voilà, si on se limite au problème. Monsieur le boycott. Pour terminer avec je veux cette question. juste rappeler à Fabrice que on ne peut pas dissocier le problème micro des femmes, n'est-ce pas, à la problématique des droits des femmes, parce que dans le problème des femmes, il y a ce qui est macro, dans ce que vous l'avez dit, dans la psychologie, les femmes se sentent inférieures pour nos hommes. C'est un problème réel chez nous aujourd'hui. Effectivement. Mais il y a également les problèmes micro, c'est-à-dire que c'est lié à chaque femme, n'est-ce pas, par rapport à son environnement. Mais est-ce qu'en résolvant le problème macro, le problème micro ne... Non, il faut le dire. Il faut le dire parce que il y a des femmes, n'est-ce pas, il y a des corps de métiers que nous connaissons dans notre pays où les femmes sont marginalisées. On ne va pas les nier. Si on les nie ici, c'est qu'on est de mauvaise foi. Il y a surtout tout ce qui est technique. Et quand vous entrez dans le secteur, soit du bâtiment, soit c'est de l'industrie, n'est-ce pas, les femmes sont marginalisées parce que dans notre subconscient, on a tendance à croire que la femme est faible. Et on a tendance à croire que ces métiers continuent à être des métiers où il faut avoir le muscle, alors que le temps a... J'ai envie de dire que ça nous renvoie même à la famille. Voilà, justement. Ou même aujourd'hui, lorsque vous avez un petit garçon qui vient vous dire qu'il travaille dans un salon de coiffure ou bien dans un restaurant, qu'est-ce qu'on fait? On dit que non. Qu'est-ce qu'on va faire dans un salon de coiffure? C'est pour dire qu'on considère ces métiers comme étant des métiers de seconde zone qui appartiennent aux femmes. Et ça également, c'est de la marginalisation. Merci, Patrick. Donc, on doit régler à la fois le problème macro, tel que tu as dit, à savoir amener les femmes et comprendre qu'elles n'ont rien à envier aux hommes, que ce soit dans la psychologie que dans le somatique, qu'elles sont des égales à l'homme à tous les niveaux, mais au même moment, permet que nos femmes, chacune dans son milieu, d'agresser les problèmes de son milieu. Mais pour les quatre, justement, maintenant par rapport aux quatre dames, parce que je n'ai pas évoqué ces quatre dames, pour moi c'est de la politique pure et simple. Et c'est très dommage parce que de plus en plus dans notre pays, on veut tout politiser. On veut tout ramener au pouvoir et à l'opposition. Or, il y a des débats qui doivent nous rassembler. Quand on parle des droits des femmes, des droits des enfants, il y a tellement de choses, de l'école, etc. Ce sont des choses où on doit tous nous retrouver et chercher des solutions, que de chercher à les politiser dans un but insensé même. Parce que qu'est-ce que ces femmes-là cherchent? Parce que quand je suis un peu la sortie de Maître Alice comme sur la question, elle ne dit rien de sensé. Elle ne dit rien de sensé. C'est comme si les femmes ne s'asseyent pas ce 8 mars pour réfléchir sur leurs problèmes, le Cameroun va trouver les solutions à tous ces problèmes. Non, les femmes font partie des problèmes du Cameroun et elles doivent s'asseoir elles-mêmes pour apporter des solutions à leurs problèmes. Merci. Je ne suis pas d'accord avec mon ami du FDP, avec Elvis, qui fait comprendre, qui semble faire comprendre que on fait comme si le problème du nord-ouest et du sud-ouest était à évacuer. Non, ça c'est très faux, parce que toute la communauté nationale, que ce soit les partis politiques, que ce soit
la société civile, que ce soit les hommes religieux, sont mobilisés dans cette affaire depuis 3 ans. Et on ne peut pas faire le procès aux Camerounais sur l'affaire du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous, on vous invite même dans le MRC à appeler tous vos contacts qui sont dans cette affaire pour permettre une chance à la paix, en commençant par déposer les Donne-nous un vrai armes. dialogue, tu vas voir, pas de faux C'est dialogue ça que vous avez organisé à Yaoundé. Commencez par venir dans ce faux Fais-nous dialogue. un vrai dialogue. Commencez par venir dans ce faux dialogue. Un faux dialogue ne peut pas donner un vrai Commencez par résultat. venir dans Un ce faux dialogue ne peut pas vous donner un vrai résultat. Donc commencez Il faut par comprendre là. ça d'abord. Commencez par là. Merci. On évolue dans l'émission. Ce sera après la transition. On va parler de ses réactions suite aux déclarations controversées du président français Emmanuel Macron la semaine dernière quant à la situation des droits de l'homme au Cameroun. Alors, face à un activiste camerounais, Calébri Colibro, Emmanuel Macron, donc interpellé lors du Salon de l'Agriculture en France, c'était samedi de la semaine dernière, a donc taxé les violations des droits de l'homme au Cameroun, pour lesquelles il a dit qu'il appellerait le président Paul Biya au courant de la semaine, et pour en parler, certainement lui mettre la pression pour que cela soit définitivement dans les oubliettes. Il n'en fallait pas plus pour que le gouvernement, ou du moins pas moins de 4 personnalités, montent au créneau, aussi bien les membres du gouvernement que le secrétaire général du parti au pouvoir, Jean Kieté, Jacques Famdongo également, a fait une sortie et puis a notamment eu 2 communiqués fermes, celui du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, et celui du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Patrick Mani. Au regard de la réaction, on dirait réaction disproportionnée, gros courroux, ou alors c'était simplement pour dire à la France, attention, nous également, on peut hausser le ton. Non, bon, c'est pas chose. Là, vous savez, le président Macron, ce n'est pas la première fois qu'il lui arrive de s'exhiber de cette manière. Il a déjà démontré à maintes reprises, n'est-ce pas, qu'il n'a pas l'intelligence des situations. Vous savez, un homme politique. Un homme politique. Vous êtes allé un peu fort là. Non, même du tout. J'ai cru que M. Manier a copié mon poste. Qui n'a pas l'intelligence des situations. Quand on dit intelligence des situations, il faut qu'on est essentiel à la compréhension de toute situation. D'accord. Allez-y. À chaque situation, vous devez comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il faut dire. Parce que les situations sont tellement différentes qu'il ne faut pas avoir un discours déjà façonné pour toutes les situations. Donc il faut avoir l'intelligence des situations. Et le président Macron manque de cette intelligence-là. Vous savez, quand vous êtes un chef d'État, même en France, quand vous êtes un chef d'État, vous êtes assujetti à un certain nombre de règles qui n'ont rien à voir à ce que l'on vous impose, n'est-ce pas, mais à votre image, n'est-ce pas. Il y a les règles diplomatiques sur lesquelles on ne va pas revenir. Il y a même la stature que l'on se donne, n'est-ce pas, sur le plan international. Et que même si le président Macron avait envie de régler certains comptes, n'est-ce pas, de la France avec le gouvernement camerounais ou avec le chef de l'État, il y a une manière de le faire. Je vais vous raconter un peu une petite anecdote. Il y a cela quelques années, le président Paul Biya, lors de son allocution du 31 de chaque année, du 31 décembre de chaque année, il y a un technicien, n'est-ce pas, de la chaîne nationale qui interpelle le chef de l'État en disant au chef de l'État, dites du n'importe quoi pour voir si le micro passe. Qu'est-ce que le président Paul Biya a eu à dire à ce technicien? Le chef de l'État ne dit pas du n'importe quoi. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire, lorsque vous êtes à la tête d'un État, vous devez toujours savoir à chaque instant que ce que vous avez à dire, ce que vous aurez à afficher comme comportement, n'engage pas que votre petite personne, s'engage toute une nation, s'engage les relations que votre pays a avec d'autres pays et s'engage même la vision que le monde a de votre pays. Parce que lorsque ce qui est plus déplorable dans ce qui s'est passé, ce n'est pas le fait que Macron soit interpellé par un lambda,
mais ça arrive. Chaque jour, on voit des gens qui interpellent des chefs d'État, ça et là. Mais c'est sa posture à lui. Parce que si c'était une femme, ou bien si c'était un homme, n'est-ce pas, vous avez une relation, vous aurez compris, mais vous aurez compris automatiquement que cette personne n'est pas digne de confiance. Ça veut dire que même dans vos relations, c'est pas seulement avec le Cameroun. Pour ce qui est des pressions et autres, personne ne peut nier sur ce tableau qu'entre États, entre organisations, les pressions existent. Ça existe partout. C'est-à-dire que dans tous les pays au monde, il y a les groupes économiques, dont les multinationales, il y a les lobbying, il y a d'autres pays qui mettent des pressions pour leurs intérêts, ça et là, ça existe. Le Cameroun même a déjà eu à faire pression à la France. Bien cédé à la pression de Macron pour libérer Maurice Kamto. Je ne l'ai pas dit. Okay. Ça, c'est un aspect. Parce que si on revient même dans la chronologie de la libération de Maurice Kamto, rappelons que Maurice Kamto est libéré le dernier jour du grand dialogue national. 2 jours avant, le président Paul Biya a libéré 300 prisonniers anglophones de la crise anglophone. Et que le jour où Maurice Kamto est libéré par les 169 personnes. Donc je ne pense pas que, objectivement, que M. Macron soit celui-là qui a eu à déclencher. Je ne nie non plus qu'il aurait pu, comme il a dit, avoir demandé sa libération. Mais je ne pense pas que c'est lui qui a eu à déclencher. Parce que quand nous sortons du grand dialogue national, le discours était donné, le ton était donné, à savoir l'apaisement. Parce qu'on ne peut pas sortir du grand dialogue national et faire comme si de rien n'était. Il fallait envoyer des gestes forts à tout le monde, à savoir le Cameroun est prêt à s'asseoir avec n'importe qui. Le Cameroun est prêt à faire table rase sur un certain nombre de problèmes pour aller de l'avant. Et pour chuter, j'aimerais chuter sur un point qui est très important. Lorsque, ne perdons pas de vue que dans cette communication d'Emmanuel Macron, il y a quelque chose de très inquiétant. Lorsqu'il dit, oui, je suis d'accord, il y a des problèmes de droits de l'homme, oui, je suis d'accord sur le fait que la France a un rôle à jouer dans ces crises, pour moi, c'est trop inquiétant. Parce que vous voyez, voilà hier, la France dictait aux pays africains ce qu'ils devaient faire. Aujourd'hui, c'est la pression. C'est la pression. Ça veut dire qu'en réalité, Emmanuel Macron a reconnu publiquement que la France n'a plus la même mise. Mais ils sont obligés de faire pression. Ça veut dire que dans cette évolution, d'ici 15 à 10 ans, avec les jeunes qui arrivent et autres là, ne sont pas surpris même qu'un président de la France vienne nous dire qu'ils sont en train de supplier. Maintenant, dit qu'ils sont conscients de leur rôle dans cette crise. Moi, je posais la question, il parle là de quoi exactement? Quel est leur rôle dans la casse des ambassades? Quel est leur rôle dans la crise qui secoue le nord-ouest et le sud-ouest? Quel est leur rôle dans la crise post-électorale? Donc Maurice Kamto c'est en fait censé tous ces jours dans ces évolutions politiques. Vous dites réaction de fierté. Le gouvernement ne voulait pas repartir la queue entre les jambes. Oui, je vais partir de la sortie du président national du PCRN sur sa page officielle, Cabral Libye officielle, où il a d'une certaine façon remis en cause cette attitude du président français, M. Emmanuel Macron, et pas sans mettre en exergue le renseignement que cela renvoie au peuple camerounais quant au rapport de fond entre notre chef d'État et le président Macron. Non. Il faudrait que les Camerounais aient d'entrée de jeu un élan de patriotisme. Il faut que les Camerounais aient un élan de patriotisme d'entrée de jeu, de se dire que
les conversations, nous pouvons être d'accord ou pas avec notre chef d'État, mais les conversations entre hommes d'État, entre chefs d'État, logiquement, comme l'a expressément dit le président du PCRN, devraient aller jusqu'à la tombe. Alors, la légèreté une fois que nous aurons porté Cabral au sommet de l'État. Vous, comment appréciez-vous ces réactions suite à la sortie d'Emmanuel Macron? Bon, vous savez que quand il y a des choses comme ça, chacune ont raison à exprimer à la manière qu'ils peuvent, mais il faut qu'on sache quelque chose. And this is where the real political analysis comes in. You know, we have this issue of mixing up analysis with what we call patriotism. In diplomacy, we have principles of diplomacy that has to do with international relations, and we have cases that the diplomacy measures are not followed as per se. Why do I say so? Diplomatic rupture can come in a case whereby both parties, in terms of leadership, have not been able to agree at backstage under the normal diplomatic measures. For example, when you hear American president calls the president of North Korea Rocket Man, c'est un abus d'un chef d'État. Mais pourquoi? C'est parce qu'ils ont essayé d'arranger quelque part une manière diplomatique en termes normaux et ça n'a pas marché. Bon, je crois que quand on voit un comportement comme ça, il faut qu'on essaie de regarder, est-ce que Macron a parlé comme ça par hasard?
est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? On sent que France est comme sur le pays du Cameroun. On veut ou ne veut pas. Ça, c'est la vérité. So, I think that what we need to understand to make things clear here, an error has been done on the part of the reactions of Cameroonians to what President Macron said. Why do I say so? From Macron's utterances, let us get to understand that there have been some background moves that has not yielded fruit between Macron and President Paul Biya. And in real sense, I say, Cameroonians have not been advised well on steps to take when it has to do with reacting to diplomatic issues. On the contrary, they send you to go and say, no, nous sommes patriotiques. C'est qui ça fait? Non, contre ça. No. We don't know what transpires between Macron and President Paul Biya at the backstage. And you will understand with me that when the Anglophone crisis started, many international organizations have reacted. From European Union, from American to the diplomatic services, and from what have you. And with all of these reactions, we still see the crisis taking a different twist and going out of proportion. So when you see Macron in the first place, Macron did not prepare for a press conference to rubbish Cameroon. We should understand he was at an agricultural trade fair and was only intercepted, and his response came out spontaneously. But if you assess Macron's reaction, it tells you that something has not been on and well between Paris and Yaoundé. That we should not fail to know that. And then again, on the other hand, we know in diplomacy and international relations, we say, tous les pays sont souverains. C'est tout à fait normal, hein? Dans les scènes diplomatiques. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça. Quand on dit qu'aux Nations Unies, tous les pays sont de droit de vote, c'est vrai. Mais en termes réels, quand ça arrive au thème d'exercice de certaines affaires, au niveau de comité international, ce n'est pas la même. Why do I say so? Pareil, hein, No, why do I say so? C'est pas pareil. If you look at it, that's why I said that when you weigh your stamina, you know how to confront an opponent. If we see Cameroon is independent, yes. But the fact that we have been eating in the same plate with France, if you look at the program, C2D, that's the highest funded French program in Cameroon. I was surprised on the panel here when we said that Macron does not master. That's an error on this platform. Because France is the first country that understands what happens in Cameroon as a colonial master that funds Cameroon and determines the political scene of French-speaking African countries. I am surprised. If I hear this platform, somebody says, or a panelist says that it is an error because Macron does not master. No. Through the agencies in diplomacy, when countries send their organization to sponsor your projects in your country, they have ONG, they have direct sponsors, C2D, and the other programs. Through those programs, they get information on the ground. Merci. So, in that case, while landing, I just want us to understand that we should be able to understand, and as patriotic Cameroonians, we move first to ensure that the problems will be solved, because let me tell us something. We don't have what it takes to stand match up with France at the international scene. We don't have. Denis Kobo, vous vous êtes exprimé sur cette semaine sur votre page Twitter, un peu comme pour sous fond de raillerie. Il faut le dire, le message était clair pour savoir si Macron a déjà appelé le président Biya, est-ce qu'il l'avait été. Vous êtes enquêteur. Vous avez enquêté sur ce dossier-là. Et a-t-il répondu à l'appel de Macron? Je réponds, oui, que c'est Faki quand il y a une étude que j'ai fait pour railler ceux qui se disent analystes politiques. Un commentateur politique n'est pas un analyste politique. Un analyste politique, c'est justement quelqu'un qui a l'intelligence des situations. Il a l'intelligence pour la première raison de comprendre ce qui se passe, de pouvoir expliquer ce qui se passe aux autres. Elvis vient de se fondre en contradiction lui-même. Il dit que on a pris Macron à l'improviste. Et il dit que si Macron s'est exprimé, c'est qu'il y avait quelque chose en backstage. Donc, il n'a pas été pris. L'improviste, c'est lui-même qui l'a dit. Il dit que Macron comprend les Français et Macron comprend très bien.
Et pourtant, il sait que Macron a demandé qu'on lui dise, qu'on lui donne les noms de gens qui sont en prison. Donc, M. Macron connaît tellement bien le Cameroun qu'il ne connaît pas les noms de ceux qui sont en prison. Ça, c'est aussi pour dire que ça ne tient pas. M. Macron s'est même trompé du nom de professeur Kamto. Il s'est trompé parce qu'il parlait de quelqu'un d'autre. Il a dit, Gérard Kamto. En fait, il voulait parler de Jean Mokoko au Congo. Donc, il se trompe même de pays. Ça, je pense sur ce qu'il a dit. Deuxième chose, et là, il faut qu'on parle des enquêtes. Je peux vous donner des vidéos où à chaque fois qu'on pose une question à Macron, il dit, je vais mettre la pression. Il ne sait pas du Cameroun. J'ai au moins 15 vidéos où à chaque question sur d'autres pays, Macron dit, je mettrai la pression. Il a dit 4 fois après, ça va parler du Cameroun, qui va mettre la pression. Sur la Turquie, il dit qu'il va mettre la pression. Donc, c'est une expression qu'on connaît à Macron. Il dit, et sur le cas du Cameroun, M. Macron n'a pas fait ça. Il a menti en direct. Il a dit qu'il va appeler le président Biya et il n'a pas fait. S'il appelait Biya, Biya ne l'aurait jamais pris. Il n'y a qu'un fou pour prendre. Si Biya n'est pas fou, il ne peut pas prendre Macron. Et même si, moi, si je suis appelé Biya, je préfère la mort que de prendre M. Macron au téléphone et il n'a pas fait. M. Macron a dit qu'il sait qu'il y a eu 12 000 morts dans la crise anglophone. Le soir, sur France 24, on a dit qu'il y a près de 3 000 morts sur sa chaîne, la chaîne de son pays. C'est le Quai d'Orsay qui finance cette chaîne. Donc M. Macron dit le matin que je sais qu'il y a 12 000 morts. Même Fakir ici sait que ce n'est pas 12 000 morts, je n'ai pas compté les morts, mais tout le monde, on est d'accord que ce n'est pas 12 000. Mais le président a dit je sais. Quand on dit je sais, ça dit que c'est vrai. Là, on peut passer. Pour revenir à la situation réelle aujourd'hui, et là, on parle d'analyse. Tout ce qui l'élite du Cameroun, de gauche comme de droite, a pour maître la France. Parce que c'est en France que se trouve le siège des cercles ésotériques et les dit tous, pouvoir et opposition. Tous c'est fort. Hein. Je ne veux pas dire. Je dis que quand il dit tous, j'abuse. J'abuse en passant. Et parce que mon camarade de droite parle, vous savez que le président de son parti s'est identifié officiellement à M. Macron. Non, du tout. Je viens. On lui a collé cette étiquette. Je viens. Non, je viens. Du tout. Je n'ai pas dit qu'il est infidèle, Macron. Il était admiratif. Je me souviens. Et il a affirmé qu'il est le Macron camerounais. Il a dit. Il a sorti l'archive. Mais je ne dis pas que. Je n'ai pas dit qu'il est infidèle. Ce n'est pas pour dire qu'il est infidèle. C'est pour dire que. Non, du tout. C'est pour dire que en situation, beaucoup d'hommes politiques restent trompent. Pour dire également à Fak, sauf la jeune génération que nous sommes. Je veux aussi dire que le patriotisme dont on parle n'a rien à voir avec M. Biya, président, M. Kamto, président, ou John Frunzi, ou Cabral Libi. Quand on est un patriote, ça ne renvoie pas au régime politique en place. Il y a des gens qui vivent de la rente. Il ne faut pas confondre. Quand on est nationaliste, on est foncièrement nationaliste. Ce que les pentecôtistes politiques font, c'est qu'ils effrayent les Camerounais qui veulent assumer leur identité. Les pentecôtistes qui croient à des choses bêtes. Ils racontent, ils y croient seuls. Vous savez que je parle, vous avez suivi mon compte Twitter. Sur Twitter, j'insiste désormais sur le pentecôtisme politique. Vous entendez quelqu'un qui est sur le Benskin, mon frère m'a appelé au village pour me prévenir de ce qu'il n'y aurait pas élection le 9 février. Je vous l'ai dit ici. Il m'a dit que je verrai qu'il n'y a pas élection. Il m'a appelé loin des gens, parce qu'il ne voyait pas quelqu'un d'autre entendre. J'ai dit, j'ai compris. Et le 9 février, je l'ai appelé. Il m'a dit, grand, il va me dire ce qui s'est passé. Donc je ne l'ai pas encore, je vais aller au village mardi. Il m'expliquera. Ça, c'est le pentecôtisme politique. Quand vous regardez donc aujourd'hui ce qu'ils font, c'est que dès que vous essayez de ne pas rentrer dans l'église de quelqu'un, il vous dit, vous êtes sardinat ou vous êtes tontinat, c'est comme c'est selon. Donc les gens refusent aux autres de développer une analyse qui corresponde aux problèmes réels du pays, à la situation réelle du pays. Donc sur ces questions liées au rapport entre la France et le Cameroun, la France, le Cameroun est la mauvaise conscience de la France. Tous les jours où la France reconnaît les génocides, la France refuse de reconnaître, ils tentent de reconnaître qu'il y a eu un génocide de Français au Cameroun, et là tout le monde, il y a des livres d'histoire écrits par les Français sur les régions de l'Ouest et toute la zone de tout le grand pays Bassa. La France a une responsabilité première et énorme sur la crise anglophone. Et j'accuse mes frères anglophones qui ne veulent pas insister sur le rôle de la France dans l'histoire de cette crise, dans l'historique de cette crise. Et c'est pour ça que vous avez vu la France était comme une femme qui a volé à tous les hommes au village. La France s'est toujours tue sur la crise anglophone.
Parce que c'est plus simple d'esquiver, de se cacher, pour qu'on demande des comptes à celui qui a le pouvoir en ce moment. Avant que bien arrive, les Français avaient criminalisé la situation. Et c'est eux qui ont tiré jusqu'à aujourd'hui les dividendes du vol sur les ressources naturelles du Cameroun dans les zones, notamment dans la zone du sud-ouest. C'est la France qui l'a fait. Moi, j'ai failli mourir. En complicité avec... Non, je ne veux pas... seul. Je parle de la mauvaise... le point qu'ils ont. Ils ont un point de conscience. Ça veut dire qu'il connaît certaines choses de Cameroun. Il connaît trop. Hors de ce que... Ok, ça Même va. pas lui. J'ai dit la France. Je ne parle pas de M. Macron. Non, la France. Ok, ça va. Ils le savent. Et c'est pas qu'ils n'ont pas été. La France a voulu maintenant jouer au grand... Parce que la France fait que ça. Macron a donc organisé son entrevue avec Calibo parce qu'entre-temps, on a arrêté le leader des Gilets jaunes qui voulait aussi parler à Macron. Et on empêche un Français qui a le droit de parler au président français. On l'arrête et on l'arrête parce qu'on le séquestre. Pendant qu'on permet à un sans-abri de venir parler au président. Pourquoi? Parce qu'il était dans un jeu de rôle pour tous les agents provocateurs qu'on connaît à travers. Il est venu. Et Macron a donc voulu rejeter la responsabilité criminelle qu'ils ont sur les problèmes du Cameroun sur quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'est pas au courant. Il n'a jamais été au courant. Quand on parle de pression, si la France ne veut pas de Biya... Donc quand le chef t'a dit qu'il allait rendre compte... Je viens. Je dis que si la France ne veut pas de quelqu'un... Si la France ne veut pas de quelqu'un au pouvoir Yaoundé, la personne ne sera pas Yaoundé. Si la France ne veut pas de Paul Biya président, Paul Biya ne sera pas président. La France a refusé, et il n'y a aucun secret d'État, la France a refusé que M. Foundi soit président au Cameroun. Paul Biya savait qu'il ne pouvait pas tenir après 92. C'est la France qui, c'est qu'elle a tout à protéger ici, qui a tout manigancé. Aujourd'hui, la France cherche comment se reposer dans le jeu pour que le prochain président du Cameroun soit à ses ordres. Parce qu'il est en divorce manifestement avec le régime en place. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu 4 réactions? Le régime en place est un régime qui est foncièrement fébrile. Il est très fébrile et pour rien. Quand vous donnez 4-5 réactions, d'abord quand Human Rights Watch parle des choses qui sont même incorrectes, il y a des choses correctes, des choses incorrectes, et dans tout rapport, on peut avoir des points. C'est qu'on fait si on est dans une société sereine, c'est qu'on dit sur ce point, Human Rights Watch a raison. Sur tel point, c'est inexact et on donne. Parce que c'est un jeu d'explication. On est en train de parler à son peuple, on est en train de parler à une opinion. Quand les Français toussent, l'après-Biya explose au grand jour. Quand les Français toussent, chaque membre du dispositif criminel cherche à contrôler la communication. Il y en a qui ne doivent pas faire que la France pense qu'ils sont contre eux. Donc, ils font des réactions, oui, d'esquives. J'ai lu les réactions. Si vous avez lu, vous avez vu qu'il y a des esquives dans les réactions. Il y a aussi des gens qui pensent que si vous voulez être allié au peuple camerounais aujourd'hui, vous devez vous ranger du côté des citoyens camerounais qui pensent que nous ne sommes plus les enfants et nous ne voulons pas que des gens viennent d'ailleurs pour commander les choses au Cameroun. Il y a des gens autour de Biya qui sont comme ça. Sans être bien, même tout en étant de la grande nébuleuse, mais quand même, et ils sont en alliance objective avec certains Camerounais qui pensent que vraiment, nous ne sommes pas la Centrafrique où quand on arrive à l'aéroport, on voit seulement les avions de l'ONU. Ou si vous voyez quelqu'un avec une grosse voiture, c'est un fonctionnaire de l'ONU. Nous ne sommes pas comme ça. Le Cameroun que la France dit être à genoux, le Cameroun que certains faux analystes disent être à genoux, a 1100 soldats en Centrafrique. Un pays qui stratégiquement est à genoux ne peut jamais engager 1100 soldats dans le maintien de la paix à côté. On enverrait ceux qui disent qu'on ne sécurise pas la population au nord du sud-ouest. On ne sécurise pas, on attaque, on ne combat pas les zombies. Si on était dans une situation de combat tous azimuts, de combat aveugle, il suffit de prendre les 1100 soldats qui sont en Centrafrique, de mettre seulement 100 par département pour que la situation militaire change. Il faut être froid lorsqu'on regarde la situation d'un pays. Il faut donc comprendre que, et si le Cameroun est en Centrafrique, c'est parce que les alliances stratégiques ont changé. Le Cameroun n'a plus envie, et depuis très longtemps, de se laisser piller par la France. C'est pour ça que le Cameroun est en Centrafrique. Vous savez quel est le problème là-bas? Sangaris a refusé systématiquement de collaborer sur le plan opérationnel, sur le plan du commandement avec le dispositif africain qui est là. Et c'est pour ça qu'il faut y lier. Quel est ce pays où vous avez une intervention internationale avec 3
forces différentes. Vous avez les Européens qui sont seuls, vous avez les Français qui sont seuls, vous avez la force reconnue par l'ONU qui est soutenue par le Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts qui ne peuvent pas être mélangés dans l'intérêt général de défense. Donc, et c'est vrai qu'il y a une confusion chaque fois. J'ai déjà dit ça par le passé. Moi, je suis très gêné de faire une analyse de telle sorte que quelqu'un peut penser qu'on soutient le régime. On n'est pas là. Le régime a des gens qui le soutiennent. Il y a des gens qui sont payés pour soutenir le régime. Quand vous avez vu les gars du RDPC se battre cette semaine, même dans les yeux, on voit que tout le monde ne soutient pas son régime. Il y en a qui sont en pleine politique et ça n'a rien à voir avec un soutien fondamental à un régime. Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que si vous voulez que l'analyse continue d'être saine et sereine sur le Cameroun, il ne faut pas confondre la défense de notre pays. Et là, moi, tous ceux qui sont sans abri en Europe ou ceux qui travaillent à attaquer les Camerounais, je les autorise à m'agresser parce que moi, je défendrai toujours le Cameroun. Merci. Et ça n'a rien à voir avec ce que le papa permet. Oui. En 30 secondes pour dire que si vous regardez les pays où il y a eu changement démocratique, entre guillemets, les changements démocratiques interviennent en Afrique seulement dans les pays où les Blancs, où les Occidentaux ont repris la main. C'est eux qui provoquent le changement démocratique. En réalité, ils changent de pion. Et chaque fois qu'il y a un changement démocratique, le peuple a regretté d'avoir donné les chèques en blanc à un opposant. Quand on veut du bien de son pays, on fixe les règles. On dit à tous ceux qui veulent venir aux affaires, nous voulons la transparence. Nous ne voulons plus, comme j'ai entendu tous mes frères anglophones dire, nous ne voulons plus que quelqu'un s'asseye à 200, à 5000 km et qui nous impose ce qu'on fait. Celui que nous voulons pour notre pays, c'est celui qui va venir respecter cela, c'est-à-dire démocratie à la base, c'est-à-dire que les collectivités locales, par exemple les mairies, soient administrées par elles-mêmes, qu'il y ait 3 niveaux de gouvernement, et non que pour la même, vous avez vu des zones où on dit le sous-préfet intervient, le préfet intervient, il ne s'accorde pas, le gouverneur, les 3 ne s'accordent pas, il y a le maire, il y a l'adjoint-maire, il y a même le chargé de mission du RDPC qui vient là comme étant une autorité compétente. Vous allez chez moi là-bas à l'ouest, où le chef du village lui-même a son mot à dire sur l'administration. Le chef n'a rien à voir avec l'administration. Donc demain, ce que je souhaite, c'est que quand on parle des questions de nos rapports avec l'étranger, il faut que cela soit clair pour celui qui veut venir aux affaires, pour tous ceux qui veulent venir. Cabral, il était 3e, je crois que peut-être il est possible qu'il soit entré pour position même dans 5 ans. Mais il ne faut jamais accorder un chèque en blanc à quelqu'un qui aspire à vous diriger. Il faut mettre sur la table les conditions que le peuple fixe pour être bien gouverné. Oui, merci, député. En fait, c'est pas rebondir. Je voudrais simplement placer mon mot sur la question. Absolument. Parce que tout à l'heure, lors de mon intervention, il manquait de son, on m'a fait remarquer. Voilà. Donc, je pense que je vais me dire peut-être 2 ou 3 choses. La première, c'est déjà de rassurer Denis sur le fait que Cabral Libye ne s'identifie pas à Macron. Nous sommes tous au courant de l'actualité sur la question. C'est un certain type de Camerounais d'un certain rang qui lui collait l'étiquette parce qu'il est jeune autant que le président Macron, le Macron camerounais. Mais lui, personnellement, je pense qu'il ne l'a jamais soutenu publiquement. Je mets quiconque au défi. La deuxième chose que je voudrais dire concernant chacun est libre de ses propos. Il ne lui revient pas d'attaquer tout le monde sur vous n'avez pas raison ou vous avez raison. Allez-y. Je voudrais dire que Denis a dit des choses essentielles. On peut être d'accord ou pas à M. Biya, c'est ce que je disais tout à l'heure lorsque je n'étais pas audible. On peut être d'accord ou pas avec M. Biya, mais il s'agit du Cameroun. Je suis entièrement d'accord aussi sur l'idée qu'il ne faudrait pas qu'une main extérieure, comme on l'a vu ailleurs, déstabilise le Cameroun pour positionner un de ses pions, comme ça a souvent été le cas en Afrique. Ce n'est un secret pour personne que ce soit le cas au Cameroun. Vraiment, quand on est un homme politique sérieux, dans notre pays, on devrait mettre en avant l'intérêt capital du vert ou jaune. Le vert ou jaune devrait être, j'ai envie de dire, avec l'étoile d'or au milieu, sur la bande rouge. Et la seule chose, la seule chapelle qui nous reçoit tous, quelles que soient nos obédiences. Une fois que je l'ai dit, pour revenir à la scène, là, vraiment sur la forme, nous sommes tous d'accord que la légèreté avec laquelle M. Macron, le président français, a traité d'une information dans un environnement inadéquat, parlant de son homologue, le président camerounais, était simplement déplacé. Voilà.
je voudrais même pas évoquer le compatriote, encore que sa nationalité est même remise en cause. À un certain niveau. Je ne voudrais même pas revenir sur son intervention. Mais pour dire que le président Macron nous renvoie à se poser la question de savoir est-ce que le fait que le Cameroun, comme disait Denis tout à l'heure, diversifie sa coopération, et on a vu des hommes français puissants au Cameroun être en difficulté dernièrement, est-ce que tout cela ne concourt pas à ce que cette mise en scène ait été élaborée pour envoyer un message fort à Yaoundé? Oui, peut-être, Denis, c'est devenu un tic pour le président français de dire je vais mettre la pression. Mais quand même, la façon dont il a dit ce jour, nous amène à débattre ce matin ici, à discuter ce matin ici. Ce que nous disons, c'est que l'intérêt du Cameroun, quel que soit le chef d'État que nous aurons, aujourd'hui c'est M. Biya, demain ce sera certainement Cabral Libi, l'intérêt du vert, rouge, jaune, marqué de l'étoile d'or sur la bande rouge, devrait être l'intérêt supérieur de tous. Pour sortir, en une question, oui, on a plus beaucoup de temps. Oui, pour sortir très rapidement. Je voudrais quand même aussi faire remarquer que nous avons quand même un certain type de compatriotes qui adulent ce qui se passe, qui magnifient même ce qui se passe. Je ne voudrais pas faire de stigmate sur qui que ce soit, mais c'est simplement une invite à se dire que, comme je le disais tantôt pour ne pas me répéter, le Cameroun nous appartient à tous. Et de se dire que M. Biya partira un jour. Merci. Et nous aurons la charge de reconstruire le Cameroun. Quel impact peut avoir dans ce jeu, j'ai failli dire de ping-pong, sortie de Macron, réaction de quelques classiques du gouvernement, vraiment en une question, en une réponse, puisqu'il nous reste moins de 5 minutes. Oui, je peux continuer sur la question, puisque en 30 secondes, oui. Voilà. Je vais également partager un peu l'avis de manière parcellaire, l'avis de Denis sur la question. Le fait que nous ayons plusieurs réactions de hauts fonctionnaires de notre État démontre quand même à suffisance qu'il y a une sorte de fébrilité. Mais de quoi a-t-on peur? De quoi a-t-on peur quand on est à la tête d'un pays souverain? Merci. Cela nous renvoie simplement à nous dire que d'un autre côté, nous pouvons saluer aussi le fait que le gouvernement, même si c'est après ou c'est 2 ou 3 jours, ait quand même fait ses réactions. Mais une seule aurait été suffisante. Denis Kwebo. Non, je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la fébrilité du régime tient à un type d'embuscade politique. Donc, la plupart des gens qui entourent Biya sont en embuscade politique. Ils sont en contradiction tout le temps. Ils ne savent pas s'il faut défendre le régime qui les a fabriqués, défendre la personne qui les a nommés, ou alors fâcher celui qui adoube les dirigeants. Ils ont ça dans la tête et ce n'est pas bon pour le pays. Sur les questions, je crois qu'il faut qu'on en parle. Les politiques, qu'ils soient ceux qui sont aux affaires ou de l'opposition, doivent recadrer leur attitude vis-à-vis de ce qui est militaire. Pour laisser un peu plus. Mais quand on regarde les opérations militaires au Mali, vous entendez très peu les politiques s'exprimer sur cette question-là. Parce que ce n'est pas leur problème. Donc il faut qu'on laisse. Il y a le porte-parole de l'armée, heureusement. Il y a des gens qui peuvent s'exprimer au nom de l'armée. Je crois que les politiques doivent s'exprimer sur les questions politiques. Et chaque fois qu'il y a des opérations, encourager plutôt l'armée à communiquer au peuple ce qui peut être communiqué. Sinon, les gens, il y en a qui veulent, et on parle de ce que Bandakari appelle l'anti-biaïsme primaire. Parce que les gens sont contre Biya, ils en sont à jeter du discrédit sur tout ce qu'on peut faire pour fâcher Biya. Or, si Biya n'est pas là la nuit, l'armée ne va pas disparaître, l'armée serait là. Si moi je prends le pouvoir demain, je vais juste discuter avec les mêmes militaires qui sont là. Quoique, il faut protéger suffisamment l'armée, protéger les militaires pour que nos querelles politiciens entre nous, les Camerounais là, ne les concernent pas. Puisque, en tout cas de cause, ils sont en dehors de nos contradictions quotidiennes. Il faut les laisser. Je crois qu'il faut de plus en plus les protéger, les mettre en dehors et
faire en sorte que ce soit eux qui sachent ce qu'ils vont communiquer. Et si, je veux bien aussi dire que notamment sur la zone anglophone, si ce que je dis est valable également là-bas, je crois que notre armée gagnerait désormais à toujours en temps réel nous informer des opérations qui ont été menées. Parce que c'est pour l'armée et l'armée du peuple camerounais. Si on est informé à temps, on va éviter donc des gens qui sont situés, qui sont à, je sais pas, à Addis Abeba ou ils sont à Hongrie, soient les premiers à communiquer sur ce qui se passe chez nous. Il faut être proactif et reprendre la main sur la communication parce que la théorie de la première version voulait que quand une fausse information a été lancée, on vous a dit, moi j'étais l'autre jour, la fausse information voyage 6 fois plus rapidement que la vraie information. Donc dès qu'on a distillé quelque chose dans l'opinion, quel que soit ce que vous allez, l'effort que vous allez faire, c'est aller 6 fois plus vite que votre version. Donc il faut que nous, on ait une maîtrise de cette communication-là. Je veux dire, quel peut être l'impact de ce jeu de ping-pong? En un mot. Hein. Yes, the impacts are simple. For the given fact that Cameroon is not a sovereign state, as my brother from PCRN said. It's not sovereign, I repeat. Because even some political analysts say Africa was not even ripe for independence. The fact that we rely on France for basically everything with our foreign reserves there and everything, we are not sovereign. So what am I saying? The consequences of this ping-pong game will be heavy on Cameroon because we have a lot of things that we get from France because we have been relying on France for long. Hence, I think that it will be much more better for us to handle that issue diplomatically because we are not of the same equal strength with France, given that France has been playing a greater role in exploiting our resources and we have been accepting for over the years. If we are not conscious of it now, then I think that to say we are independent, it's a far-fetched dream. France can do and undo. And that is why we say international politics, Peter, interest is at its peak. And so France has what it takes in Central African Republic. France has what it takes to destabilize other African countries. We don't have what it takes to protect ourselves. Why? Because we have been leaning on France for survival. If we become independent, then we could tell France, bullshit by us now. We need to be careful of diplomatic steps. Else, we'll make noise day in, day out. The day that diplomatic rupture comes in, diplomatic cuts, we will not be having it easy. Thank you. Dupré. En fait, moi, je me réjouis d'abord avec tout ce qu'il y a eu comme communication sur un point. Cette multiple communication qui a eu lieu autour de cet incident démontre d'abord que les gouvernants camerounais n'ont plus peur de la France. Ça, c'est une bonne chose. Et cela participe même à la politique que mène le président Paul Biya depuis un certain temps, à savoir libérer le Cameroun du joug français. Parce que si ça aurait été, comme Denis a eu à le dire, en 90, aucun ministre ne serait sorti pour faire une déclaration contre le président de la France. Aujourd'hui, ils sont plus de 6 ministres qui sont sortis officiellement. Je ne compte même pas le nombre qui est sorti sur les réseaux sociaux. C'est la preuve que ces gens que nos gouvernants ont compris une chose: l'avenir du Cameroun se joue au Cameroun entre les Camerounais. Maintenant, par rapport à tous ces rapports qui ont fleuri, moi je retiens 3 choses. Nous avons appris qu'il y a des ONG qui ont les satellites, bien qu'ils ont été incapables de nous produire les photos et les images dont ils nous ont promis. J'aimerais que ces ONG, dans l'avenir, puissent nous aider parce que leur rôle, quand vous travaillez pour les droits humanitaires, ça veut dire que vous êtes contre la guerre, vous êtes contre les violences. J'aimerais donc que ces ONG mettent donc à notre disposition leur arsenal. Ils ont des satellites et autres là pour que nous puissions anticiper ce qui s'est passé dans le nord. L'argumentaire des ONG, ce serait dans le point. Ils ont dit qu'ils ont des satellites. Pour qu'on puisse anticiper, pour qu'on ne vienne plus compter le nombre de morts, pour que grâce à leurs satellites, qu'on puisse savoir déjà que dans tel village, il y a les armes qui sont entrées tel jour à telle heure, que dans telle zone, tel a reçu soit c'est les financements pour acheter les munitions et autres. Parce que si ces ONG sont vraiment sérieuses, elles devaient travailler en amont pour qu'il n'y ait pas de morts. Parce que venir compter les morts alors que l'on dit qu'on a les moyens de voir ce qui se passe,
ça veut dire qu'on est complice et on s'en fout de ces morts. On vient plutôt faire le business de la guerre. Merci. Donc ça, c'est un fait. Et pour donc finir sur la question, nous continuons à inviter tous les Camerounais à comprendre la nécessité que nous avons tous arrêté ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et cela passe par deux choses. Que ceux qui ont pris les armes puissent déposer ces armes. On a vu les ex-combattants d'hier, comme les Nambéré et autres, là, qui ont le sang sur les mains, qui ont été amnistiés totalement. Ils sont à Yaoundé, à Douala, ils sortent même du pays comme ils veulent et quand ils veulent, pour dire à ceux qui sont encore dans les brousses de déposer les armes. Parce qu'on ne construit pas un peuple, une nation en tuant ceux qui doivent être la nation de ce peuple-là. Parce que aujourd'hui, les qui perdent leur vie dans cette zone, ce sont les anglophones en priorité. Les qui quittent cette zone, ce sont les anglophones en priorité, mais également que nos amis qui sont tant préoccupés par ce qui se passe de ce côté nous aident également à maîtriser les circuits de financement, parce que pour la plupart des cas, ces financements commencent dans leur pays, puisque c'est là-bas que ces gens-là siègent, pour cotiser de l'argent et envoyer pour l'achat de ces armes. Qui commence donc à nous aider donc à arrêter l'apport des armes et des moyens qui alimentent cette sale guerre. Et nous interpellons également certains partis politiques qui ne comprennent toujours pas que nous sommes dans une lutte contre le néocolonialisme, que ce n'est pas chaque jour en appelant la communauté internationale que les Camerounais vont vous aimer, ou bien que vous allez faire l'affaire des Camerounais, parce que quand on aime un peuple, on n'appelle pas l'extérieur à venir larguer les bombes dans votre pays. Eric Ngando, transition, et puis on prend la dernière question sur ces législatives qui ont été reportées, et puis un mot peut-être sur les conseils municipaux installés et à venir. D'abord, pour les législatives, on va les prendre sur un prisme. Hein. Je l'ai dit, il s'agit de 11 circonscriptions électorales qui sont concernées par les élections partielles qui doivent être organisées entre 20 et 40 jours selon le Conseil constitutionnel, le Lébi-Alem dans le sud-ouest et puis 10 autres dans le nord-ouest. Et on pourrait peut-être mettre l'argument du boycott appelé par le MRC avant ces élections, le prétexte d'ailleurs du MRC qui disait ne pas aller à ces élections parce que difficile de garantir un scrutin serein, notamment dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest. Mais vous l'avez également relevé tout à l'heure, ce rapport des Nations Unies qui relève, du moins du HCR, de Women Rights, qui relève effectivement que la zone ne semble pas propice pour l'instant à organiser des élections sereines. Question donc centrale, peut-on réellement, sereinement organiser des élections là-bas dans un maximum de 40 jours au regard de la situation actuelle de Nikwebo? Bon, je crois qu'il y a eu des élections municipales, des élections législatives dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les résultats obtenus aux élections municipales sont réputés acquis, tandis que les résultats ont été annulés pour les législatives. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Si on annule, il faut aller, parce que vous avez parlé de l'analyse, il faut chercher à comprendre. Soit le pouvoir en place a fait des calculs politiques qui n'ont pas donné le résultat escompté, en falsifiant très techniquement et en dehors des urnes les résultats, qui ont notamment donné 5 députés au SDF. Soit il y a eu des irrégularités, non, et cette thèse-là, elle semble posée parce que les mêmes personnes qui ont demandé, obtenu l'annulation du scrutin législatif auraient pu attaquer dans les délais et devant les juridictions compétentes les scrutins municipaux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que on n'attaque pas les municipales, qu'on attaque les législatives pour obtenir annulation? Moi, je pense que ce qui est probable dans ma tête, je n'ai pas beaucoup de preuves, je souffre de preuves. Il y a eu un arrangement au sommet
en attendant de voir. Ce qui est probable, vu la chronologie des événements, c'est que le régime en place s'est trompé de la place que le SDF allait occuper à l'issue de ce scrutin. Et il y aura donc une réparation avec les élections passées. Il n'y a que ça. Sinon, le SDF aurait attaqué. Donc le fait qu'il n'ait pas attaqué, c'est volontaire. Sinon, ils auraient obtenu gain de cause sur les 2 élections. Donc, s'ils ont attaqué seulement les municipales et les législatives, c'est que ils veulent certainement être un peu devant nos amis du PSRN parce que l'UNDP qui a 7 députés et de la majorité française. Ça, c'est une lecture à chaud qu'on peut avoir. Mais si l'État du Cameroun veut qu'il y ait des élections dans le nord-ouest et le sud-ouest, malgré la crise, il y aura élection. S'ils veulent. Mais depuis le début de cette crise, pour ceux qui suivent mon analyse, j'ai toujours dit que le Cameroun, l'État du Cameroun n'a pas provoqué la guerre, le gouvernement n'a pas provoqué la guerre, mais ceux qui soutiennent la guerre doivent savoir que sur le plan politique, sur le plan technique, ça ne pourrait profiter politiquement qu'au parti au pouvoir. Parce que la jeunesse qui a fui le nord-ouest et le sud-est, c'est ceux qui votent contre le RDPC souvent. Ceux qui ont fui en majorité, ceux qui partent rester dans la brousse, c'est ceux qui se reprochent quelque chose. Le jeune de Kambé, qui ne se reproche de rien, il est là, c'est lui qui subit tout, il est dans la ville. Et ils ont volé. Moi, je connais, j'ai vu les meetings de Ngala Gérald. J'ai vu de la foule. Moi, je n'avais jamais imaginé qu'on pourrait avoir cette foule-là au meeting du RDPC. Donc, rien ne justifie qu'on annule les élections législatives sur une zone et qu'on annule pas les municipales. Et là, ceux qui défendent le droit vont me dire, mais est-ce que ceux qui ont introduit le recours l'ont fait pour 2? Alors, s'ils n'ont pas fait pour 2, s'ils estiment que leur cause est juste, qu'est-ce qui peut vous amener à ne pas attaquer les municipales et attaquer les législatives? Ça, il y a manifestement un jeu entre le pouvoir en place et le SDF pour rectifier dans les urnes les résultats obtenus le 9 février. Je veux dire que, même naïvement, c'est tout ce qui peut justifier que ces élections aient été reprises, même si aussi, ça peut renvoyer à leur livre, nos amis du MRC, parce que quand on dit qu'on ne va pas aux élections, on dit tout est jeu d'avance, et les CAM, et FOD RDPC, le Conseil constitutionnel et FOD RDPC, si on prend sur le plan superficiel, voilà que le Conseil constitutionnel a pu invalider, ça je parle comme vous avez l'habitude de parler, ils ont pu invalider les élections sur 11 circonscriptions. Donc, même ceux qui ne sont pas allés aux élections, s'ils y étaient, il y a là, je dis, on reste sur le plan superficiel, il y a là la preuve qu'on aurait pu obtenir l'annulation même du scrutin partout ailleurs si on y était. Elvis Taillon, peut-on organiser sereinement refaire ces élections dans 40 jours maximum? Ils peuvent faire. Pourquoi pas? C'est possible. Mais dans quels instances? C'est là l'essentiel. Quand on parle de l'affaire des élections, là, c'est un jeu. C'est pour là que le parti du MSC avait décidé de ne pas aller dans ce genre d'élection parce que on connaît en avance ce qui peut nous arriver en route avec d'autres partis politiques et dans nos systèmes politiques. So what am I saying? You see, when we talk about political parties that have consistency in the way they look at things, if you look at us, we had said that the electoral code had to be touched. Now, many parties did not want to sit with us in the first place because our concern had been Northwest, Southwest, and other like. Now, when you look at it, Peter, to repeat the elections is not the problem because the results are already there. And so we said, with the system in place, I covered elections not as an MRC militant, but as a journalist in the Southwest region. I was in the gun battle. And I could tell you the risk we took moving across when the separatists had said no movement on that day. So what I said is that I will queue with Denis Kwebo, who said, if you are cancelling elections in 11 constituencies, 11 circonscriptions, ça veut dire que on doit annuler dans toutes les régions nord et sud-ouest. Pourquoi? Parce que il y avait eu l'explication en disant que l'ECAM n'a pas eu respecté la loi électorale. Parce qu'au lieu de laisser le bureau de vote, ils ont créé ce qu'on appelle polling station.
centre de vote. Bon, if you look at it, you realize that in the whole of Northwest and Southwest, we had polling stations, polling centers that were created, meaning an amalgamation of polling stations taken down to form what they call polling centers. For example, if you go to the Northwest region, in the village where I come from, Elekam sent me a message. In the village of Gunokwa, we have areas like Fringing, Tuambeng, and this information of the polling station or polling centers came in few hours to the election itself. You could imagine. So imagine someone who has to move 15 to 20 kilometers from where he was on a day. Separatists are threatening people not to move, to go and vote in Bengui town. You could imagine. So, and this scenario operated in Moyoka, in Kombo Abedimo, Kombo Etindi, Eko Notis, and other like. So, it comes back to what, as I said, what Denis Kwebo said. The elections were twin elections. And the differences between the vote timing was just about 5 seconds. You put legislative here, you move to here, you just put municipal. You got the point. So, if the Divisional Vote Counting Commissions that handle issues on the council election, they did not even be told. Because if the same law is extending to the legislative election, the same law should apply to the municipal election because it's the same problems. Where people could not go to vote, had it been, for example, Dipita, you were to go and vote for your parliamentary candidate 15 kilometers away, and for municipal, you were to vote around your compound, would have understood that there are two different things. But now that the polling centers were all far off from where we are going to vote between elections, it means that Elekam has violated the law. That's why I said that this is an incredible election. I repeat, and MRC stands for that because the way we are looking at it is some sort of compensation. With 11 constituencies where the election will be run, you will discover, okay, they will compensate SDF, you know, you take this, you take that. We did not want to go in violation where we go on compensation. That's why we said things should be rectified. The day that the electoral code is set in order, you will see CRM coming in, just like any other party, to get a fair play. So it's a masquerade in the name of cancellation. It's a game. Sur le report et notamment le scrutin qui doit être refait. Oui, il faut déjà préciser que pour Denis qui manquait d'éléments de fond sur la question, effectivement, le SDF a introduit des recours au tribunal administratif de ces zones-là qui ne s'est pas encore prononcé sur la question. Donc, la logique serait que même au niveau des municipales, le SDF ait raison et qu'il y ait une élection à venir sur le plan de l'élection municipale. Je pense que la situation du nord-ouest et du sud-ouest, je ne vais pas être très d'accord avec Denis lorsqu'il dit que ce n'est pas l'État qui a causé la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. C'est peut-être vrai, mais l'État n'a non plus rien fait pour que ça s'arrête lorsque c'était encore une réclamation corporatiste. On se souvient très bien en 2016 lorsque cela commence. Il y a même des ministres aujourd'hui. On est entré chez vous, on a volé toute votre nourriture dans la marmite et vous dites qu'on ne doit pas attaquer le voleur parce qu'on n'a rien fait pour que le voleur ne vienne pas enlever la nourriture. C'est-à-dire que l'État, on n'attaque pas, on ne s'entend pas. C'est qui a commencé la guerre. C'est ce que vous dites exactement. Non, you made an error. Je vais revenir dessus. We'll come back to that. There's an error there. On the cause of the Anglophone crisis. On va revenir dessus si vous voulez. La situation du nord-ouest, la situation du nord-ouest et du sud-ouest, lorsqu'elle commence, c'est par des réclamations corporatistes. Mani Anissé du RDPC tente de vouloir étouffer ou alors de saisir la perche de Denis Tan simplement pour que la vérité ne soit pas dite. Mais elle est connue, elle est connue. Lorsque on a utilisé notre brave et vaillante armée, ou alors nos FMO, pour violenter les enseignants, pour violenter les médecins. Ça pouvait être maîtrisable. Les enseignants sont dans la guerre, les enseignants ont porté des armes. Écoutez très bien, j'ai l'impression que... Laissez-le développer. Vous allez me laisser poursuivre. J'ai l'impression que vous voulez embrouiller un
peu les Camerounais. On n'embrouille personne. Denis et Mani. Non, c'est toi qui embrouilles les Camerounais. La situation du nord-ouest et du sud-ouest. Si nous sommes d'accord, moi j'ai des compatriotes que je rencontre souvent, j'espère qu'ils me suivent parce qu'ils pourront acquiescer ce que je dis. Je leur dis souvent que la situation perdure au nord-ouest et au sud-ouest parce que les populations n'aident pas les forces de sécurité et de défense. Ces populations savent, permettez Denis, ces populations savent qui sont leurs frères qui se retrouvent en brousse. Elles doivent communiquer, elles doivent contribuer à ce que la sécurité revienne en renseignant les forces de sécurité et de défense. Mais là, c'est le problème de fond qui se pose aujourd'hui. Et il y a un départ, il y a un adage courant qui dit ne vous intéressez pas très souvent à où vous êtes tombé. Intéressez-vous à ce qui vous a fait tomber à là où vous avez trébuché. Le trébuchement de la situation du nord-ouest et du sud-ouest, c'est la situation corporatiste dans ces zones. Personne ne peut le nier, Denis. Accordons-nous au moins là-dessus et avançons. La situation a été reprise par la suite par les badauds qu'on peut observer aujourd'hui. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. C'est une guerre avec les intérêts des mains tapis dans l'ombre à l'extérieur. Non seulement... Je ne vais pas faire la chronologie de ça ici. Je voudrais qu'on s'accorde, Denis, je voudrais qu'on s'accorde sur le fait que l'État a une part importante de responsabilité dans l'enlisement de cette situation. C'est de ça. Lorsqu'on l'a dit, on n'est pas contre son pays. C'est simplement une analyse froide. Et ça permet... Ça permet d'interpeller justement nos forces, l'État en place par rapport à la question de fond sur la possibilité ou non de la tenue des élections dans cette zone. Je pense que on a suivi, le ministre de l'administration territoriale fait plusieurs sorties pour rassurer que l'élection se tiendrait dans les conditions normales. On a vu des camions descendre, des FMO, de forces de sécurité et de défense descendre là-bas pour essayer de faire une sorte de sécurité. Mais le problème de fond est celui qu'a évoqué Elvis tout à l'heure. Et c'est le fond d'ailleurs de la requête du SDF dans ces zones. Celui de la délocalisation des centres de vote pratiquement à quelques heures du scrutin. Je pense que c'est là je pense que les juges ou alors les conseillers du Conseil constitutionnel ont rendu une bonne justice pour permettre que... Après, vous m'en prendre un commentaire sur les conseils constitutionnels, les conseils municipaux qui sont déjà installés. En fait, pour l'annulation dans 11 circonscriptions... Annulation, surtout la possibilité de... Bon, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que le nord-ouest et le sud-ouest ont 25 circonscriptions électorales pour les législatives. D'accord. Il y a 16, n'est-ce pas, dans le nord-ouest et il y a 9 dans le sud-ouest. Ça veut dire que 8 circonscriptions dans le sud-ouest ont eu des élections crédibles, normales, qui ont respecté le code électoral. La preuve, ceux qui étaient aux élections dans ces partis n'ont pas eu à porter d'électification dans 8 circonscriptions sur 9 dans le sud-ouest. Pour le nord-ouest, il y a eu des élections dans 10 circonscriptions sur les 16 possibles. Donc, je suis d'accord. Bon, nous, on s'incline d'abord sur la décision du Conseil constitutionnel parce que quand on part à une élection, on connaît les règles du jeu, on connaît la loi qui encadre l'élection. Bien qu'on a eu à gagner dans ces circonscriptions, nous reconnaissons que ce qui a été dit par nos adversaires et qui a été validé par le Conseil constitutionnel et la loi, et on s'en tient à cela. Maintenant, est-ce qu'on peut réorganiser rapidement dans les délais qui sont impartis par la loi les élections dans ces 11 circonscriptions? Pour moi, c'est possible. C'est possible et ça va se faire. Donc pour moi, ça ne sert même à rien qu'on entre dans ce jeu, mais que cette fois-ci, que les CAM respectent la loi en permettant d'ouvrir les bureaux de vote dans chaque circonscription, parce que aujourd'hui il y a pratiquement, disons-le, 14 circonscriptions qui ne sont pas concernées.
Ça veut dire que tous les moyens qui étaient dans les 14 circonscriptions, on peut donc les ramener dans les 11 circonscriptions où le vote va avoir lieu. Donc pour moi, ça va avoir lieu. Maintenant, moi j'ai du mal un peu avec mon frère du PCN sur la crise anglophone quand on dit que c'est l'État, c'est l'État, c'est l'État. Je veux qu'on me donne une seule des revendications. Soit non, je voudrais qu'on soit non, clair. on a plus beaucoup de temps. Les torts à date aujourd'hui sont il faut partagés. me demander, je vais t'expliquer là où du départ de cette crise. Pour en arriver aujourd'hui, nous sommes partis. Je n'ai pas la prétention. Je n'ai pas la prétention d'avoir la sagesse et un refus, n'est-ce pas? C'est mon point de vue. Alors, vous ne pouvez pas être d'accord avec ça, mais c'est mon point de vue. Je précisais juste le ce que j'ai dit, c'est ceci. Ce que j'ai dit est simple, est que une guerre, ce sont les armes, ce sont les moyens. Et vous ne pouvez pas, sur ce plateau, honnêtement dire que les gens se sont armés, les gens ont eu à réunir les moyens financiers à partir de 2016. C'est impossible. J'ai envie de vous poser une question. C'est pour vous dire ceci. L'enlisement de cette guerre. C'est pour vous dire ceci. C'est pour vous dire qu'il y a des gens. Il y a des gens, le motif de départ de la situation actuellement au nord-ouest. Il y a des gens bien connus, identifiés. Il y a des gens qui sont très bien connus, qui sont identifiés. Peut-être je me fais mal. La situation du Nozo part d'où? C'est la question. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Soyons. Quand vous déclenchez une guerre, acceptons. Vous n'allez pas créer le schéma, allez donner à votre adversaire que voici le schéma. Non, la vérité est que. Sauf que l'État, comme vous avez pris j'étais au nord-ouest quand la guerre a commencé. Il faut me demander. Non, Patrick, le père de famille. Le père de famille se doit de calmer toute crise qui semble arriver la démocratie de sa famille. C'est aussi cette aptitude-là à ne pas être d'accord. Non, sauf que vous voulez dire des choses qui ne sont pas correctes. Et vous restez tranquille. Vous voulez dire des choses qui ne sont pas correctes. Vous pensez que tout ce que vous dites, que je suis d'accord avec, mais je souffre de vous écouter. C'est ça la démocratie. Allez terminer 45 Alors, ce que je suis en train de dire, permettez que les gens disent ce qui ne vous arrange pas. C'est ça la démocratie également. Donc vous venez avec l'intention. C'est ça la démocratie, je vous en prie. Alors, ce que je suis en train de dire est qu'il y a des gens bien identifiés qui avaient leur agenda de faire une guerre au Cameroun avec leurs alliés autres qui ont juste profité d'une occasion. Parce que si c'était... Je ne sais pas s'il y a un pays au monde actuellement où la violence policière dépasse la France. Chaque week-end en France, il y a des blessés, il y a des... Je vous en prie, Fabrice, acceptez à écouter l'autre. Quand même, on ne parle plus du même sujet, je suis désolé. Apprenez à écouter ce qui ne vous arrange pas. C'est ça la démocratie. Oui, mais on ne parle plus du même sujet. Non, gardez le sourire. Oh, mon Dieu. En même temps, respectons son temps de parole. D'accord. Merci. Vous terminez. Je vous dis ceci, allez en France, allez en Iran, allez en Israël. Vous voyez ce que la police fait. Mais parce que dans ces pays, il n'y a pas des gens qui ont un plan de guerre. Parce qu'il n'y a pas des gens qui ont des intentions de foutre le bordel dans ces pays, que ces pays n'ont pas ces guerres. Si après une manifestation, après les violences policières, on arrive à une guerre, c'est parce qu'il y a des gens qui ont préparé leur schéma de guerre. Ils ont juste profité de l'événement pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Les armes et l'argent qui alimentent cette crise dans le nord-ouest ne sont pas nés en 2016. Allez voir tous les experts. Allez voir tous les experts en géostratégie, ils vont vous le dire. Merci. Mais justement, les experts que vous citez font état de ce que, lorsqu'on a les renseignements de ce que il y a quelque chose qui se prépare, on ne prête pas le flanc à ce que cela arrive. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Il aurait fallu laisser ces derniers engager cette guerre sans que ce soit un problème corporatif au départ. C'est de ça qu'il s'agit. Just my last word as somebody who ran away from the war, just to say that when the war started, people carried peace plans, and the peace plans it degenerated because you had helicopter gunships that shot populations who had peace plans. It's from there. I am talking as a witness. You see the CPDM. So I am just rounding up to say that when you look at the war, like what the PSI, my brother is saying, Fabrice, the truth is that the state cannot go without a blame. I don't know why CPDM keeps the same people every day. Because when people were protesting, lawyers were brutalized in Buea. Teachers were brutalized on the street. When protesters went with peace plans on the street, the reaction was with rubber bullets and tear gas.
That was what degenerated into arms conflict. We should accept that the government pushed people to arms. Nobody was prepared for war in this country. Not even separatists. We never had any intention of carrying guns. When you push people to war, accept. Don't start telling lies here. Thank you. Merci. Denis Kobo, mot de la fin. On aurait pu commenter aussi les... J'avais parlé des discours politiques ambigus. Et quelquefois, si vous parlez de la guerre, je crois que je ne vous condamne pas. Je crois que c'est à tort qu'on donne la parole à tout le monde pour parler de la guerre. La guerre a ses règles. Il y a la guerre au Yémen, il y a la guerre en Iran, il y a la guerre en Syrie, il y a la guerre en Centrafrique, au Mali. Vous avez vu cette semaine, l'ambassadeur du Mali en France a dit, vous là, vous n'êtes pas sérieux. On a dû envoyer un valet, ministre des Affaires étrangères, aller demander des excuses, demander pardon. Parce que la guerre, ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas parce qu'on a chicoté quelqu'un qu'il fallait. S'il fallait faire la guerre dans ce pays, il y a un Camerounais qu'on appelle Agbobala qui aurait fait la guerre. Je l'ai vu, je l'ai pratiqué en pleine revendication parce que c'est quelqu'un qui est structuré. Celui-là, on peut accuser le gouvernement d'avoir enlevé le leadership de la contestation à un type comme ça parce que je suis resté, j'ai vu comment est-ce que les sécessionnistes le harcelaient quand il était dans sa revendication. Il disait, je suis dans la revendication corporatiste, je n'ai rien à foutre. Moi, je suis resté avec lui. J'entendais les gens l'appeler au téléphone, dire, je ne suis pas avec vous. Mais on l'a mis en prison. Et ceux qui voulaient faire la guerre, qui avaient un agenda, c'est pas aujourd'hui que ça... tous les gars du SNC, c'est pas en 2016. Moi, quand je suis entré dans la presse comme journaliste en 97, vous connaissez les attaques de Kumbo. Les attaques de Kumbo. Ce n'est pas parce qu'on avait tapé les anciens qu'il y a eu les attaques de Kumbo avec la mort d'un administrateur. Il faut simplement dire que quand vous commencez la guerre, pour ceux qui, les hommes politiques qui veulent parler de la guerre, là, il faut faire très attention. La guerre, là, même si d'abord, on n'a jamais vu un homme politique de l'opposition foutre ses pieds là-bas, on vous égorge. Cabral y a été. Ok, il y a été. Il y a été dans le Lébialem. Ok, il fallait donc qu'il soit candidat. Parce que le débat... Il fallait qu'il soit candidat. Et cette guerre-là, même avec un bâton magique. Je ne suis pas ici en train d'accuser l'État du Cameroun. Comprenons-nous bien. Fabrice, vous aurez la parole. Mais je voudrais qu'on soit d'accord sur le fait. Non, Denis, terminez. Il ne faut pas dédouaner entièrement l'État qui est le régulateur. La chose qu'on entend, sur Facebook, les choses qu'on entend sur Facebook, c'est que lorsque vous ne voulez pas penser comme les Camerounais, ils disent que non, vous voulez soutenir l'État. On est en train de parler de la guerre. Et moi, si je peux parler, si je peux parler à la première personne, je peux conjuguer mon verbe comme ça parce que j'ai couvert la guerre. Je suis dans la guerre. Je dis donc que cette guerre, même si vous avez un bâton magique, même si on me donne le pouvoir, il n'est pas possible de l'enrayer avant 20 ans. Il n'y a que les gens derrière qui sont très optimistes et vous êtes plus optimistes. Ce n'est pas possible de faire tenir la guerre. Nous ne sommes pas dans le même débat. Merci, donc, mais moi, on est dans la guerre, on n'est pas dans l'histoire. Non, mais justement, la guerre, cette situation est partie de quelque part. Il faut qu'on en sorte. C'est ce que vous ne voulez pas accepter. Mani et toi. Merci. Maintenant, il est question de ce que nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui sont encore lucides, puissent parler à haut l'heure qui sont en brousse. C'est de ça qu'il est question. Merci Fabrice, merci. Et surtout qu'on arrête les canaux par lesquels les armes arrivent. C'est ceux qui financent cette guerre. Voilà. Fabrice, ça c'est autre chose. Qui a même laissé ça arriver là, le problème. Pour arrêter la guerre, il faut que les armes... Vous avez mal géré, les gens ont pris armes. Il faut que les armes s'arrêtent d'abord. Merci de nous avoir réservé votre première sortie. Après le Conseil constitutionnel qui a validé votre élection en tant que suppléant. Félicitations. Suppléant député à Vori-Est. Nous sommes honorés pour vous également. Denis, merci. Vous êtes toujours là. Elvis Taillon et puis Patrick Dupri, Mani Anissé Mani. Merci également. Merci à vous à la maison d'être resté fidèle à cette émission comme tous les dimanches. Souhaitons-lui un prompt rétablissement à la Reine Garzeux pour qu'elle soit des nôtres dimanche prochain. Je vous retrouve mardi dans 4 septembre dès 21h.